Bonjour, nous sommes Judith et Juliette et nous sommes très heureuses de vous accueillir sur Danser sous la pluie, le podcast qui parle du cancer autrement. Ensemble, en 2015, nous avons créé MEM, la première marque de dermocosmétiques dédiée aux peaux très fragilisées par les traitements anticancéreux. Après plusieurs années à croiser la route de milliers de femmes concernées par la maladie, nous n'avons pas cessé, nous et toute notre équipe, d'être touchés, chamboulés, impressionnés par tous ces combats que vous avez menés et que vous avez souhaité partager avec nous. Ces histoires, même les plus difficiles, les plus inacceptables, nous ont, d'une manière ou d'une autre, toujours donné plus de force et de courage pour continuer à accompagner chaque jour du mieux possible celles et ceux qui se battent contre le cancer. C'est pour qu'un peu de cette force et de ce courage vous parviennent que nous avons décidé de les partager avec vous. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes qui vous raconteront sans tabou leur expérience de la maladie. Grâce à eux, vous serez, nous l'espérons, aussi touchés, chamboulés et impressionnés que nous. Bienvenue dans ce podcast où l'on ose, parce qu'il le faut, parler des plus difficiles épreuves de la vie et où l'on apprend à danser sous la pluie. Certaines familles sont meurtries par des épreuves bien trop difficiles et dont il est douloureux de parler. Pourtant, vous le savez, ici justement, on veut parler de tout. Olivia et François-Xavier étaient jeunes mariés lorsqu'ils ont traversé leur première double épreuve avec une fausse couche puis la découverte du lymphome d'Hodgkin d'Olivia. Olivia s'est battue comme une lionne pour s'en sortir, et puis la vie a repris ses droits et leur a offert 3 beaux enfants. Mais au milieu de ces naissances et d'une vie à 1000 à l'heure aux 4 coins du monde, c'est cette fois-ci à François-Xavier que l'on a découvert un mélanome, contre lequel, rempli de force et d'espoir, il s'est battu des années. Mais parfois le courage, l'amour et la médecine ne suffisent pas, et c'est en plein milieu du confinement que François-Xavier est parti, entouré de tous les siens. Olivia a vécu des épreuves dont elle ne pensait pas être capable de se relever. Et pourtant, vous entendrez dans cet épisode son rire, sa lumière et celle de tous ceux qui l'ont accompagnée, elle et sa famille. Et c'est bien de cela qu'est venue nous parler Olivia aujourd'hui. Car avec sa rage de survivre, elle a finalement retrouvé l'envie de vivre grâce à des milliers de petites choses qui lui ont donné la force de continuer d'avancer. Bonjour Olivia. Bonjour. On est super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ton histoire est tellement incroyable et nous a donné tellement de frissons qu'on avait vraiment envie que tu puisses la raconter à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et du coup, on va te demander pour débuter cet épisode de nous raconter qui tu es et peut-être qui tu étais aussi avant que le cancer n'arrive dans ta vie. Ouais. Donc je m'appelle Olivia, j'ai 42 ans, j'ai 3 petits garçons de 9, 8 et 5 ans. Et effectivement, donc j'ai eu la maladie de Hodgkin en 2006, donc j'avais 27 ans à l'époque. J'étais mariée depuis même pas 1 an et on venait d'arriver à Tokyo en fait, parce que mon mari avait été muté au Japon pour son travail. Et donc j'ai été effectivement pour la première fois de ma vie et premier cancer dans ma famille touchée par donc un lymphome hodgkinien et tout ça depuis Tokyo où on était depuis 2 mois en fait. Donc ça a été la première épreuve quelque part. Non, c'est pas vraiment la première parce que quelque part j'ai fait un check-up qui a suivi en fait une fausse couche. Donc j'avais fait une fausse couche à 4 mois. On venait d'arriver à Tokyo, là pour le coup ça faisait 3 jours qu'on avait atterri et la poche s'est fissurée. Et donc moi je trouvais ça bizarre à 3 mois et demi, 4 mois. Je pensais que les fausses couches c'était le premier trimestre. Donc j'étais pas trop inquiète, mais quand même on a été consulté et là le gynéco me dit bah non, il faut repartir direct à Paris, ça fait 3 jours que vous êtes là, vous connaissez personne, vous parlez pas japonais, c'est quand même traumatisant, c'est votre première grossesse. Donc moi je vous conseille de rentrer à Paris, par contre il faut partir tout de suite. Donc là vous rentrez chez vous, faites votre valise et vous prenez l'avion dans l'après-midi quoi, parce que on veut pas qu'il y ait des contractions qui se déclenchent. Pour être prise en charge rapidement. Ouais, donc du coup donc là arrivé un petit peu difficile. Donc hop, tout de suite en 5 minutes on avait des billets pour repartir. On arrive à Paris, donc là effectivement une poche fissurée à 4 mois, puis elle était bien fissurée, donc je pouvais pas rester alitée jusqu'à la fin de ma grossesse. Enfin, clairement il y avait pas beaucoup d'espoir pour la vie du bébé. Donc là c'était vraiment la première épreuve un peu difficile, jeune mariée, on partait au Japon avec ce projet de bébé, on était tout content, tout feu tout flamme, c'est génial et tout. Et là 3 jours après, on est revenu et en plus on est en train de perdre un bébé et tout, donc un peu dur. Et donc c'est pour ça que après, quand on est revenu, donc 15 jours après, on est revenu à Tokyo.
Bon, bah là, je me remettais tranquillement de ma fausse couche. Et puis un jour, j'ai eu une intuition. Enfin, j'ai pris un rendez-vous pour faire un check-up. Mon mari faisait ses visites médicales. Et je me suis dit, bah tiens, c'est pas con de faire un petit check. C'est quand même bizarre, cette fausse couche à 4 mois, alors que l'échographie des 3 mois était parfaite. Enfin, vraiment, il y avait un truc que je comprenais pas. Et je me souviens du moment où j'ai pris mon téléphone pour prendre ce rendez-vous médical. J'avais aucun symptôme, en fait, à part que, voilà, ça faisait 1 mois et demi que j'avais perdu un bébé. Juste une intuition, un truc que tu voulais. Un truc très fort. Je prends rendez-vous et donc là, je vois une japonaise qui me dit, bah ok, donc elle me fait tous les réflexes un peu à la con, prise de sang, et puis je m'en vais, elle vient me rechercher dans la salle d'attente, elle me dit, depuis combien de temps vous avez pas fait de radio? Et je lui ai dit, bah oui, je pense que ça va faire presque 10 ans que j'ai pas fait de radio. Donc elle me dit, bah on va quand même en refaire une. Et heureusement qu'on l'a faite, parce que c'est grâce à la radio qu'on a vu en fait que j'avais un ganglion qui était derrière le sternum, qui faisait la taille d'un pamplemousse, 9 cm par 6, donc derrière la cage thoracique, et je ne sentais rien. L'analyse de sang était encore bonne, donc si on n'avait pas fait la radio, ce serait passé... Tu l'aurais jamais su, ouais. En tout cas pas là, quoi. Ouais, pas là. Et... T'étais en pleine forme à part cette voilà, événement, j'étais triste parce que bah voilà, on savait que c'était une petite fille, on l'avait déjà appelée Alice entre nous, donc c'était dur. Et puis quand on fait une fausse couche, qu'on est en train de bah j'ai eu une péridurale et un accouchement normal entre guillemets, parce que 4 mois c'est pas un curetage quoi, donc on entend des bébés qui naissent à côté, qui poussent leur premier cri, et on sait que le nôtre il va faire pas de bruit quoi, donc c'est un petit peu, ouais, c'est vraiment dur. Et donc après, quand j'ai fait ce check-up et que la médecin me rappelle en me disant, écoutez, il faut que vous veniez, il faut qu'on parle et tout, je me dis, oulala, qu'est-ce que c'est grave et tout ça. Elle me dit, bah écoutez, venez, j'ai appelé votre mari, il est en route aussi, il faut qu'on discute. Et j'ai appelé un collègue allemand qui parle un peu français, il va nous aider pour tout ce qui est la langue, parce que les Japonais parlent pas très bien anglais. D'accord. Donc là, on arrive dans ce rendez-vous surréaliste où en fait on m'annonce que j'ai une sorte de lymphome, mais on peut pas dire encore lequel c'est parce qu'il faut faire une biopsie, et qu'à ce stade-là, en fait, on pouvait pas vraiment dire quel type de lymphome, si c'était un lymphome orphelin qui était dangereux ou si c'était un Hodgkin qui est un peu le gentil entre guillemets. Donc, et à ce moment-là, tu nous disais que le cancer, c'est quelque chose qui était pas... T'en avais pas trop eu dans ta famille? Personne. Non, ouais, franchement. Et c'est marrant parce que depuis toute petite, j'ai toujours eu peur du cancer. Enfin, c'est vraiment un truc... ma sœur, elle se fiche un petit peu de moi parce que dès que j'avais mal au bras, j'ai un cancer au bras. Enfin, voilà, c'était un peu le truc. Dès que j'avais quelque chose, c'était forcément un cancer. Mais c'était pas... Voilà, j'en parlais pas tous les jours non plus. Mais j'avais cette peur parce que mes parents avaient eu une amie très proche qui était décédée de ça avec des jeunes enfants, et je me souviens des coups de fil où le mari parlait de sa femme et que c'était dur. Enfin, ça t'avait marqué. Et t'as pris ce mot au sérieux dès le. Je savais que le cancer c'était vraiment très très grave, et donc j'ai toujours eu un petit peu peur de ça, mais j'avais jamais rien eu. Enfin, je me suis jamais rien cassé, jamais rien foulé, pas une carie, jamais porté de lunettes. Enfin, j'avais une santé plutôt bonne quoi. Et donc là, non seulement je fais une fausse couche, et puis 2 mois après on me dit en fait vous avez un lymphome. Alors il faut qu'on voit comment est-ce qu'on fait la biopsie, parce que c'est assez délicat comme endroit. Pour accéder derrière, c'est pas simple. Oui, parce que t'as toute la cage thoracique devant, quoi. Ouais, en fait, j'avais un petit ganglion qui, entre la prise de rendez-vous et ce diagnostic-là, avait commencé à grossir derrière la clavicule. Mais c'était encore tout petit. Et donc ils avaient dit, on pourrait aller prélever là-dedans, mais comme il est petit, on n'est pas sûr d'avoir des résultats aussi fiables que d'aller dans le gros. Et donc en fait, c'était des discussions, tout ça en japonais avec des spécialistes, parce que tous les jours on allait voir des nouveaux spécialistes comme ceci, cela, enfin bref. Et nous on comprenait rien, on était lost in translation, quoi, complètement. On était là à les écouter, et puis au moment du feedback où ils parlaient en anglais, ils nous disaient en fait on sait pas vraiment dans lequel il faut aller chercher parce qu'il y a des risques, Et donc là je leur ai dit stop, on arrête tout. Est-ce qu'il y a un risque parce que je rentre dans mon pays, parce que là c'est plus possible quoi. On parle de ma vie, de ma santé. C'est hyper dur d'être ballotté à gauche à droite. Vous avez même pas un truc très très net avec un avis clair quoi sur la situation. Donc, grâce à une amie de ma maman à Lyon, là, qui connaît le pape des lymphomes entre guillemets, il était très connu. Là, il est parti à la retraite, mais à l'époque, il était très connu. On était déjà en contact avec eux. Je lui avais déjà envoyé en fait des copies de scans et tout ça. Donc, il avait dit non, il y a aucun souci. Vous prenez un vol. Je vous reçois dès votre arrivée avec votre mari. Vous allez pas mourir demain, madame. A priori, ça ressemble à 90% à un Hodgkin. Faut faire la biopsie, mais vous avez le temps de rentrer. Il y a pas de panique, quoi.
Ok. Donc on rentre à Lyon. Donc on s'est dit punaise, mais mon mari va perdre son job quoi, à force de. Et bon, ils ont été super humains. Enfin c'est une boîte assez exceptionnelle. On en reparlera après, mais vraiment ils ont été super à l'écoute et très compréhensifs. Donc on est rentré à Lyon. Là j'ai vu le professeur Coiffier, donc qui était le pape des lymphomes. Donc après je fais la biopsie. Et là, on confirme que c'est un Hodgkin stade 2A, ce qui était un peu vraiment le début. C'était très localisé avec juste un gros ganglion. Mon analyse de sang était encore bonne. Donc, j'ai eu, en gros, 4 mois de chimio tous les 15 jours et ensuite 3 semaines de radiothérapie. Et c'était vraiment le tarif minimum, entre guillemets. Ouais. Et même la radiothérapie, il m'a dit, c'est limite une chance de pouvoir le faire parce que ça va vraiment sécuriser encore plus le travail de la chimio. Et que comme c'est très, c'est très localisé, on n'a pas besoin d'irradier à gauche, à droite. Donc, c'est une sécurité supplémentaire, il faut le faire. Et honnêtement... donc c'est sûr que quand je suis rentrée pour mon traitement, j'ai perdu mes cheveux. Enfin voilà, c'était un sacré choc. Et mon mari est reparti à Tokyo. Moi j'étais chez ma maman à Lyon. Et dès qu'il y avait possibilité de rentrer à Paris pour des meetings ou quoi, son boss le renvoyait en disant bah, allez vas-y. Et comme ça, il venait passer un week-end me voir. Et on a eu aussi tout le mois d'août qui était parce que c'était à cheval sur l'été. Donc en fait, il a pris 4 semaines de vacances. Et donc au final, je me suis pas sentie trop isolée, mais quand même pour un jeune couple fraîchement marié, avec au départ, j'aurais dû accoucher genre en septembre. Bon bah là, en septembre, j'avais plus de cheveux et j'étais toute seule chez ma maman pour me faire soigner. Enfin, c'était pas tout à fait les plans du départ. Et toi, ton seul but, c'était d'aller mieux pour le retrouver là-bas au Japon, quoi. Non mais moi, mon seul but, c'était surtout de pas mourir, quoi, parce que au départ, je savais pas, quand on est parti du Japon, honnêtement, je me souviens du vol du retour, je me suis dit, c'est pas possible, ça fait même pas 1 an qu'on est mariés. Je voyais ma messe d'enterrement, en fait, quelque part, je me suis dit, je vais laisser un mari veuf, à moins d'1 an de mariage, c'est terrible, alors que, en fait, on s'est rencontrés, en 1 mois, on a décidé de se marier, enfin, ça a été l'amour fou tout de suite, et je l'ai jamais regretté. Et là, je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi le sort nous envoie ça, une telle épreuve et tout. Mais après, bon, on a tout de suite bien compris. En plus, je réagissais très bien au traitement. Il y avait un premier examen à 2 mois du traitement qui montrait qu'il y avait déjà plus rien. En fait, mon ganglion, il avait été revenu à une taille normale. Ouais, t'avais super bien réagi. Ouais, très bien réagi. Et donc, ils m'ont dit, on va quand même faire les 4 mois parce qu'il faut consolider le truc. Donc, faites quand même les 4 mois. Mais c'est hyper encourageant. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, le moral était bon, quoi. Parce que, voilà, ok, j'avais plus de cheveux, mais... j'avais trouvé des turbans hyper sympas, très féminins, colorés. Donc j'avais toute une collection de turbans en fonction des tenues que je mettais. En plus cet été-là, on avait 11 mariages. Donc du coup, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et les mariés qui sont mariés cet été-là, ils se souviendront que j'étais sur la piste de danse jusqu'à 5h du matin. Je pouvais boire du champagne. Enfin moi, c'était mon objectif. J'avais ma chimio avec donc une injection de produit. Ça durait à peu près, en gros, je passais la journée à l'hôpital, en hôpital de jour. Le lendemain, juste après, complètement raplapla. Il ne fallait surtout pas que j'ai des odeurs de bruit. Enfin, j'étais dans un environnement super neutre et j'étais, j'hibernais, quoi. J'étais dans ma chambre d'étudiante à Lyon. Il fallait pas qu'on vienne me déranger. Je dormais pendant 48 heures. Et je me réveillais après les 48 heures. Et là, je descendais, je disais à ma mère, j'ai envie de carottes râpées. Enfin, j'avais des envies très, très précises, un peu comme des envies de femme enceinte. J'ai envie de cornichons, je sais pas. Et donc, donc, elle se mettait en cuisine, elle me faisait plein de petits plats. Et j'avais une faim de loup, en fait. Je récupérais. Et après, c'était une pente ascendante jusqu'au mariage, puisque tous les 15 jours, en fait, il y avait des mariages qui tombaient. Et donc, mon objectif, c'était super comme motivation. Voilà, il fallait que je sois au top. Donc, je remontais la pente tranquillement. Et j'arrivais au mariage. J'étais trop contente de voir du monde, de pouvoir faire la fête, de penser à autre chose et de pas être dans les checks de globules blancs, globules rouges avec les petites piqûres pour booster les globules blancs, les machins. Enfin, il y a tout un... Enfin, on est tout le temps soit à l'hôpital, soit à la pharmacie, soit chez le radiologue, soit chez les machins. Donc, c'est un peu... ça prend vite toute sa vie, quoi. Enfin, toutes ces journées. Et donc là, je clôturais par des belles fêtes de mariage et c'était assez sympa. Mon mari arrivait de temps en temps à revenir, donc c'était vraiment cool. Et puis on a fait 1 heure de Skype tous les jours, donc c'était le premier quand je me suis rasé le crâne qui m'a vu comme ça. Voilà, il n'y avait pas les WhatsApp et tout ça, mais avec Skype, on avait déjà quand même la possibilité de se voir 1 heure par jour et ça, entre Tokyo et Lyon, c'était quand même pas mal. Et moi, j'ai eu tout un défilé de cousins, donc les tantes, enfin toute la famille a tremblé. Ils se sont dit mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Olivia là, à 26 ans, c'est quoi ce
ce bordel là. Donc ils sont tous venus. Donc on avait pas mal de visites et moi ça m'a vraiment beaucoup porté pendant tout ce traitement. Ouais, j'étais vraiment très très entourée. Et donc au final, voilà, c'était une épreuve, c'est sûr, mais jamais, voilà, mon pronostic vital a été mis en cause. Enfin, on m'a toujours dit, vous allez pas mourir, c'est bon. Ça fait 40 ans que ça se soigne, donc ça va aller. Et effectivement, voilà, la chimio, ça a été. Finalement, la radio, c'est peut-être ce qui a été le plus difficile parce que c'est invisible, indolore. On se dit, oh là là, est-ce qu'ils ont mis les bons réglages? Est-ce que ils sont pas en train de... Enfin, c'est un peu stressant. Et puis on est sur une plaque. Enfin, ce qui était très très dur aussi, c'est que donc ça arrivait après la chimio, donc on a attendu 1 mois après la chimio avant de commencer la radio pour vraiment que les produits de la chimio s'évacuent du corps. Et donc quand j'ai commencé la radio, donc j'avais vraiment plus de cheveux, plus rien, j'étais un petit peu amaigrie mais pas beaucoup. Et comme c'était derrière la cage thoracique, en fait, je devais être torse nu sur la plaque, donc là où ils envoient les rayons, avec un plâtre. En fait, ils m'ont moulé mon visage pour être sûr que je bouge pas, en fait, parce que c'est des zones tellement sensibles avec le cœur, les poumons et tout. Ils clippent le masque, en fait, en plâtre sur la planche. On est donc torse nu, on a l'impression de plus être une femme, bloquée, quoi. Tête bloquée, on peut plus parler. On peut plus parler. On a l'impression d'être un objet. Enfin voilà, il y a tous les gars derrière leurs vitres là qui font leur réglage. Ça prend hyper longtemps. Et donc on est là, on a froid, on a peur, on se dit est-ce qu'ils vont pas se planter. Et puis on n'a plus l'imprestion d'être vraiment une femme. Enfin c'est assez dur psychologiquement. T'as finalement presque plus mal vécu la radio que la chimio. Ouais, vraiment, parce que la chimio, on m'avait installé un petit porte-à-4, donc c'est un petit boîtier qui est relié aux grosses veines, donc pour pas abîmer les veines du bras. Donc en fait, voilà, avec un petit patch anesthésiant, on pique, on sent rien. Après, il y a tellement de médocs, antidouleurs, anti-nausées, je sais pas quoi, qu'en fait ça vous met pas trac. Et donc j'ai passé les 4 heures d'injection à dormir, et puis après il y avait les taxis payés par la sécu qui me ramenaient à la maison. Donc en fait voilà, j'avais juste des gros coups de fatigue, mais on voit les poches de produits, on sent plus ou moins voilà la fatigue et tout, mais c'est pas comme la radio où en fait ça fait rien du tout. Et donc je me souviens, j'avais croisé la psy dans les couloirs parce qu'il y a une psy d'hôpital qui traîne un petit peu dans le service, et je lui avais dit mais c'est fou quoi, heureusement que je suis pas claustro, enfin vous prévenez pas suffisamment les gens du protocole. Du protocole, parce que c'est vraiment pas simple, et en plus pour ces réglages là, donc ça prend beaucoup de temps, et pendant ce temps-là voilà, on peut pas parler et on est là tout seul à se faire des films. Bref, donc pas évident, mais bon voilà, ça a duré 3 semaines. Voilà, j'arrive à la fin. Mon mari est venu me rechercher pour faire le voyage Paris-Tokyo. Combien de temps après lui? J'ai terminé la radio fin novembre et il est revenu mi-décembre. Voilà, on est rentré juste avant Noël. Et les médecins t'avaient dit oui, c'est bon, vous pouvez repartir. Ouais, je pouvais repartir, il y avait pas de danger. Et par contre, là-bas sur place, il fallait que je fasse tous mes check-up, un PET scan à 6 mois, ensuite à 1 an. Donc il m'avait dit écoutez, voilà, je sais que vous avez ce projet bébé et tout, mais là sur les 2 prochaines années, il y a quand même beaucoup de contrôles qui sont pas compatibles avec une grossesse, donc peut-être attendez. Et puis même moi dans ma tête, je voulais surtout pas prendre le risque de retomber enceinte et puis d'avoir la maladie qui récidive, à se dire bon est-ce que j'interromps la grossesse pour me faire soigner. Enfin, et c'est vrai que là-dessus aussi ça m'a fait beaucoup relativiser sur ma fausse couche, parce que je me suis dit voilà, c'est peut-être qu'il y avait une menace dans mon corps et que la nature est bien faite et que c'était mieux comme ça, parce que du coup la fausse couche est faite naturellement, j'ai pas dû moi avaler un cachet pour interrompre la grossesse. Au final voilà, vraiment la nature a bien fait les choses, et ça m'a fait beaucoup relativiser. Après c'est vrai que au début du traitement il m'avait dit attention, peut-être que la chimio vous rendra stérile, donc allez voir un spécialiste de la congélation d'ovocytes, ça vaut peut-être le coup d'en mettre quelques-uns de côté. Enfin là j'en mets de quoi on parle quoi. Et donc j'ai été voir un spécialiste, et en fait j'ai décidé de pas le faire parce que je savais pas à quoi m'attendre en termes de traitement, et je m'étais dit j'ai pas envie de commencer un traitement avec une opération qui est quand même pas anodine, ça va me fatiguer tout ça, et les risques étaient pas énormes. Voilà, il disait c'est mieux, mais a priori ça devrait quand même remarcher normalement, mais
Donc voilà, Tu t'es fait confiance, tu t'es dit... Ouais, on a croisé les doigts et en fait, quand j'ai eu mes règles, parce que pendant tout le traitement, j'avais donc une pilule non-stop pour protéger justement tout mon petit stock d'ovocytes. Et quand on a arrêté, enfin quand j'ai terminé ma radio et que j'ai repris, que mes règles sont revenues, mais ça a été des hurlements de joie à la maison, quoi. J'ai genre yes, ça remarche, c'est bon, on pourra avoir des enfants parce que on avait quand même touché du doigt. Ouais. Voilà, on s'était projeté. Et donc finalement, tout est revenu dans l'ordre. Et aujourd'hui, j'ai 3 garçons. Donc rien que ça, déjà, c'est une belle victoire sur la vie parce que c'était pas gagné. Ouais. Et on a galéré pour avoir le premier parce que après, voilà, nous, il y avait les 2 années de check-up régulier où là, on n'essayait pas d'avoir un enfant. Après, clairement, on essayait, mais ça venait pas. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Et toutes mes copines tombaient enceintes. Il y avait des faire-part de naissance. Ça arrivait tout le temps. Et après les mariages. Là, voilà, psychologiquement, c'était dur. On se dit, mais pourquoi ça vient pas? C'est pas possible, quoi. On enchaîne. Enfin, la vie, elle est pas simple avec nous, quoi. Et puis un beau jour, Romain est arrivé à Bruxelles et dans la foulée Maxime et puis Baptiste un peu plus après parce que les deux là, ça nous a fait un gros en termes de changement de rythme. Ouais, il a fallu qu'on s'en remette un petit peu avant de lancer le 3e. mais donc voilà, donc ça c'était un peu le premier chapitre me concernant parce que malheureusement il y a pas que celui-là, mais la première grosse épreuve. Ouais, la première grosse épreuve. Ça nous a vraiment soudés et je tiens à dire que mon mari a été exceptionnel pendant tous ces mois, enfin vraiment et les amis sur place aussi, il faut que je leur rende un bel hommage parce que donc nous ça faisait 2 mois qu'on était à Tokyo, on connaissait pas grand monde, on avait commencé à rencontrer des gens, on sentait qu'il y avait un bon fit et tout, mais bon voilà, c'était tous nouveaux amis. Voilà, je repars me faire soigner et donc moi les quelques copines que j'avais rencontrées qui avaient un peu vécu le choc de l'annonce avec moi, elles m'ont dit on va prendre soin de ton mari, t'inquiète pas, on va lui proposer des trucs, des plans week-end, on va visiter le Japon avec lui et tout. Et c'est vrai que c'est devenu les parrains, marraines de nos enfants. C'est des très très bons copains qui sont rentrés en France et qu'on revoit tout le temps, quoi. Donc ça a soudé quand on vit des choses comme ça, des belles amitiés qui sont nées à ce moment-là. Quand même du positif dans toute cette épreuve. Ouais. Et après, on a adoré nos années au Japon. Enfin voilà, c'est sûr que... Et donc là, vos 2 premiers garçons sont nés au Japon? Non, ils sont nés à Bruxelles. Okay. Parce qu'en fait, comme je disais, on a eu du mal à les avoir, les premiers là. Ouais. Donc, et puis moi, j'avais ces 2 années de check-up réguliers, donc c'était pas possible. Et donc, les 2 grands sont nés à Bruxelles. Et le petit dernier donc à Sydney, puisqu'après on est parti à Sydney. Ouais. Mais on a eu des très belles années à Tokyo. Et du coup, on a profité du pays différemment que si on avait eu un petit bébé. En fait, on a beaucoup voyagé. En jeune marié, quoi. Ouais, voilà. Lui, il voyageait beaucoup pour son boulot aussi, donc je l'accompagnais parfois parce qu'il avait beaucoup de miles et donc il couvrait l'Inde, la Corée, la Chine. Donc on a pas mal voyagé. Et voilà, ouais. Et alors après... 2e chapitre, du coup... voilà, le 2e chapitre, un peu difficile. Puisque donc mon mari a été diagnostiqué d'un mélanome quand on était à Bruxelles. En fait, il avait un grain de beauté sur la joue qui était plat, rond, marron, enfin tout ce qui est de plus banal, quoi. A priori pas dangereux. Et puis un jour, en se rasant, il se coupe le grain de beauté. Donc on se dit mais c'est bizarre parce qu'il était tout plat, il se coupait jamais auparavant. Donc le grain de beauté s'est mis à bouger et à passer un petit peu en relief. Donc du coup, il a été voir un dermato parce que c'est pas génial de devoir tout le temps contourner le grain de beauté ou de le couper à répétition, c'est pas top. Donc le dermato lui a dit écoutez, a priori ça a l'air bénin de ce que je vois avec mes lunettes là, ça a l'air bénin, mais on va quand même l'enlever et puis ça part toujours au laboratoire. Ouais. Et là, 15 jours après, il le rappelle, il lui dit, écoutez, en fait, je suis vraiment très très surpris, mais c'est un mélanome, donc il faut faire une exérèse, donc c'est-à-dire enlever plus de peau autour pour voir s'il y a eu propagation dans les cellules autour, et puis faire quelques examens complémentaires. Et moi, j'étais quand même pas mal
mon Hodgkin m'avait bien calmée, et j'avoue, je me sentais pas prête pour l'accompagner à tous les examens parce que c'était encore frais pour moi et que. Ça faisait combien de temps? Ça faisait 4 ans après, 4 ans après mon annonce à moi, mais donc 3 ans après la fin de mon traitement. Et mine de rien, quand je suis revenue à Tokyo, le fait de perdre tous mes repères médicaux, là, c'était toute une nouvelle équipe médicale japonaise, encore une fois. Et franchement, on a beau dire, mais c'est vraiment pas notre culture. Ils ont pas le même rapport à la maladie, ils ont pas le même rapport à plein de choses. Donc ça a été assez dur psychologiquement de me sentir loin de mon petit cocon rassurant, quoi. Et donc, quand mon mari m'a annoncé ça, moi, je me sentais pas capable. Enfin, et puis il m'a dit non, mais t'inquiète pas, je vais aller faire les examens tout seul et tout. Donc il a fait 2-3 examens complémentaires, tout était rassurant, il y avait rien ailleurs dans le corps, donc on s'est dit ok, c'est une alerte, faut faire attention au soleil. Et c'est vrai qu'il faisait pas super attention au soleil et qu'il avait une peau vraiment de blond. Donc et que quand on était en Asie, on a beaucoup voyagé, voilà, dans des endroits où on était beaucoup dehors. Enfin, dès qu'il était en vacances, il compensait, voilà, les heures où il était enfermé dans son bureau et du coup, il voulait prendre des couleurs et il se mettait aux heures les plus chaudes en plein cagnard. Parfois sans crème, enfin voilà, ce genre de truc où même c'est notre génération, quand on était petit, on mettait beaucoup moins de crème solaire, donc je pense que son capital solaire avait été bien utilisé, quoi. Et donc là, quand on a appris ça, moi je me rendais pas du tout compte en fait de ce que c'était qu'un mélanome. Franchement, je connaissais pas ce type de cancer, et donc je me suis dit bon bah voilà, c'est une alerte, il y a rien ailleurs, il a pas un ganglion comme moi j'ai eu, donc c'est forcément moins grave. Enfin voilà, je dans mon repère, c'est un mauvais grain de beauté. Je m'étais dit voilà, on lui a enlevé, il y a rien ailleurs, ouf, voilà, il aura une grosse cicatrice sur la joue, mais ça s'arrête là, quoi. Donc bon, on n'y pense plus trop, en fait, on reprend une vie normale. Lui, il fait ses check-ups donc une fois par an. Et puis le jour, donc 4 ans après, parce qu'on a passé 4 ans à Bruxelles, 4 ans après, on est muté à Sydney. Et là, le dermato, il lui dit, oh là là, Sydney, c'est quand même, enfin, est-ce que vous êtes vraiment obligé d'aller là-bas parce que c'est un pays où il y a beaucoup, beaucoup de mélanomes, le soleil tape très, très fort, soi-disant, c'est sous le trou de la couche d'ozone, je sais pas quoi. Et c'est vrai que moi, qui ai la peau mate, j'ai rarement des coups de soleil, mais là-bas, j'en ai eu des beaux parce que c'est un soleil qui brûle, quoi. Et bon, quand on vit non-stop et que les hivers, c'est un peu comme des étés français, enfin, il peut faire bon, on peut être dehors aussi, enfin. Donc c'était un peu risqué, mais on a dit non, mais c'est une super opportunité boulot, et puis on fera attention, il mettra de la crème, casquette, et pour le coup les Australiens sont très sensibilisés au soleil, donc tous les enfants à la plage, ils ont des rachis, là, les t-shirts à manches longues en matière de maillot, les casquettes aussi, maillot de bain qui couvrent le cou, enfin il y a des campagnes nationales de pub où vraiment ils ont bien conscience des dangers, donc voilà, nous on faisait attention, tout comme voilà les Australiens, mais voilà, on n'en parlait vraiment pas. Et puis donc on a notre 3e enfant, Baptiste, qui est né en avril 2016, donc 6 ans après le diagnostic initial, quand on lui a enlevé son grain de beauté à Bruxelles. Et donc 6 ans après, voilà, moi j'accouche, tout va bien, et il fait son check-up annuel pendant son congé paternité, en se disant bon bah voilà, là j'ai un petit peu de temps, je vais aller faire ma prise de sang et ma radio. Enfin voilà, c'était des check-up assez légers. Donc là, le petit dernier avait 1 mois, 2 mois. Il avait là il venait de naître, et ce check-up là était normal. C'est ça qui est dingue, c'est que ce check-up là était normal, et que 2 mois après, et ben là, j'avais un mari mourant qui avait des énormes suées nocturnes, des douleurs diffuses, comme une grosse grippe, mais vraiment une mauvaise grippe. Donc subitement, son état de santé s'est dégradé. Ah ouais, en l'espace de 24 heures, alors que la semaine d'avant, il faisait un footing, il se sentait pas forcément hyper bien. Ça faisait quelques mois que je sentais qu'il était professionnellement c'était assez dur, il était fatigué, il était assez irritable, enfin il avait pas son caractère de d'habitude, mais malgré tout l'analyse de sang était normale. Et là, et donc là, un matin, il arrive plus à se lever, quoi. Il me dit non, j'ai une sale fièvre, je me sens pas bien, je vais pas aller bosser aujourd'hui. Et effectivement, pendant la nuit, il avait une grosse suée nocturne, donc voilà, à tel point qu'il fallait changer les draps et tout. Donc je me dis bon, on va voir si ça passe. Et c'est vrai que quand il avait un peu de fièvre, c'était sa manière d'extérioriser la fièvre. Il suait un bon coup, et puis le lendemain, c'était fini. Sauf que là, au bout de 2-3 jours, ça c'était pas fini, et puis c'était
de pire en pire, quoi. Donc là, je me souviens, on avait un repas, une raclette chez des amis français à Sydney. Donc pour refuser un dîner raclette, c'est que vraiment ça allait pas. Il me dit non, vas-y toute seule. Je me sens pas bien, je vais pas profiter de la soirée. Je vais me mettre bien au chaud avec ma polaire dans mon lit pour suer un bon coup et ça ira mieux demain. Et donc moi j'en parle. Et donc là, dans votre esprit, c'était une grippe, quoi. Enfin quelque chose de. Ouais, il y avait pas mal de gens parce que donc c'était, oui, on était, c'était pas vraiment l'hiver encore, mais c'était un peu l'automne français puisque donc c'est inversé en Australie. Et donc il y avait quelques microbes qui tournaient. On avait quelques copains qui avaient aussi des trucs un peu bizarres. Donc tout le monde me disait non mais ça doit être ce que j'ai eu. Effectivement, ça te met par terre une semaine, mais après ça va et tout. Donc on n'était pas plus inquiets que ça. Mais quand même, la copine qui faisait la raclette, là, elle me disait, écoute, moi j'ai une super GP à Sydney, donc c'est les médecins de famille, va la voir parce qu'elle est connectée à des super professeurs et tout ça, donc si jamais il y a un truc grave et tout, elle te réorientera bien. Donc du coup, on va la voir et quand elle interroge mon mari, genre ah oui, en 2010, on vous a retiré un grain de beauté qui était un mélanome et tout ça. Et en fait, tout de suite, elle a pris le truc au sérieux. Elle l'a envoyé faire un CT scan. Donc hop, je l'emmène. Tout ça avec le petit à l'arrière de la voiture qui avait 2 mois, que j'allaitais encore. Donc il devait me suivre partout parce qu'on avait une au-pair, mais la au-pair, elle gérait les 2 grands. Et le petit, à cause de l'allaitement, en fait, il était à l'hôpital avec nous et tout. Enfin, c'était un peu compliqué, mais voilà. Et donc le CT scan, quand on a eu les résultats, en fait là c'était une espèce de blackout total où la médecin nous dit en fait vous avez une multitude de métastases. Je lui dis mais il y en a combien? Il y en a tellement, on les a même pas comptées. Et il y en avait partout, à la base du crâne, dans la colonne vertébrale, dans les poumons, dans les reins. Enfin c'était un truc, mais ça va exploser de tous les côtés quoi. Le bateau prend l'eau, ouais. Ça c'était fou quoi. Et donc là, on se disait mais non mais c'est pas possible. Enfin, on pensait qu'il allait même pas vivre une semaine. Enfin, de jour en jour, on voyait que il y avait des nouvelles douleurs qui apparaissaient. Et puis il avait une énergie d'un vieillard quoi. Il pouvait même plus marcher 100 mètres sans s'asseoir sur un banc. Enfin, il dormait pas la nuit, plus d'appétit, commençait à maigrir. Enfin, tous les trucs là, c'était alerte rouge quoi. Et comment il a réagi lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Là, il était. En fait, je pense que au tout début, maintenant que je m'en souviens, il était un peu dans le déni en fait. Il a dit non mais demain j'ai une super réunion importante, il faut que j'y aille. Et je lui dis mais non mais attends, Fix, donc il s'appelait Fix, enfin François Xavier. Attends, stop là. Tu débranches, c'est ta vie là. Enfin, tu vois, il faut que tu arrêtes. Et donc, effectivement, nous, on avait l'impression que c'était la fin, quoi. On s'est dit, mais comment on va faire? Est-ce qu'il va pouvoir Oui. Et puis, moi, j'avais pas encore de passeport pour le petit dernier, parce qu'à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on rentre? Si vraiment il est en train de mourir, est-ce qu'on rentre en France pour voir ses frères et sœurs, ses parents? Enfin, c'est un voyage qui est quand même long, qui coûte cher. On peut pas demander à ses meilleurs potes, ses parents, ses frères et sœurs de venir le voir. Donc, on s'était dit, est-ce qu'il faut pas qu'on rentre tous, mais en même temps avec un mari hyper affaibli, en sachant qu'il y a une escale à Singapour ou quoi. Enfin, c'est donc 25 heures de vol avec une grosse escale. Une exposition aux microbes parce qu'il était vachement affaibli immunitairement parlant, donc on pouvait pas prendre le risque de se retrouver dans des nids à microbes, des hubs d'aéroports. Donc on s'est dit c'est compliqué. Et puis le petit dernier qui avait pas de passeport, on avait quand même été au consulat pour dire voilà, demande urgente si on doit rentrer parce que mon mari qu'est-ce que vous pouvez faire quoi. Et bon, mais ça mettait 15 jours. Enfin ça se fait pas en 24 heures. Donc du coup, on s'est dit, on n'a pas le choix, quoi. Il faut qu'il commence son traitement ici. Et puis surtout, l'oncologue là, qui était très réputé, parce qu'en fait, je pense que quand il voit des jeunes de 40 ans, donc à l'époque, il avait même pas 40 ans, il avait 37, 38. On venait d'avoir notre 3e, donc pendant les rendez-vous médicaux, on leur disait, mais attendez, dites-moi que vous allez sauver mon mari, quoi. C'est juste pas possible. Là, je suis en train de vivre un cauchemar. On a 3 enfants en bas âge. On est au bout du monde, on n'a pas nos familles sur place et tout. Il faut qu'ils s'en sortent. Et là, l'oncologue m'a dit, je peux pas vous dire ça. Je suis désolée, on fera tout ce qu'il faut, mais je peux pas vous garantir. Parce que là, c'était quand même un stade 4. La récidive, c'était en mode vraiment le stade ultime où clairement, s'il n'y avait pas eu l'immunothérapie en un mois, je pense qu'il serait parti. Et là, en fait, elle nous a dit, écoutez, moi, on n'a pas le temps d'attendre de voir si s'il a le gène mutant ou pas, parce que dans le mélanome, il y a plusieurs types
type BRAF positif ou pas positif. Enfin D'accord. voilà, il y a plusieurs variations. Et en fonction de cette variation, il y a soit un traitement qui s'appelle l'immunothérapie, qui était hyper nouveau à l'époque. En fait, ça venait de sortir des essais cliniques et d'être validé comme traitement officiel, quoi. Et en parallèle, il y avait un autre traitement où c'était des cachets oraux, mais ça marchait pas si c'était BRAF positif, D'accord. qui était son cas au final. Mais donc, dans le doute, elle lui a dit, écoutez, moi, je vous mets sous immuno, on est vendredi après-midi, je vous laisse pas passer le week-end comme ça. Et alors, je suis désolée de vous parler d'argent, mais en fait, la pharmacie de l'hôpital ferme à 4h, il est 4h moins 5. Chaque injection coûte $7,000. Donc ouais, $7,000 australiens, je sais plus trop ce que ça fait en euros, mais assez cher. Donc est-ce que vous pouvez vite aller payer pour qu'on vous délivre la dose et qu'on fasse l'injection, et je reviens vous voir en hôpital de jour pour vous expliquer les effets secondaires, ce à quoi faut faire attention et tout ça, quoi. Et donc nous on était là, moi je lui ai sauté dans les bras, genre merci. J'avais entendu parler de l'immunothérapie par une copine en France, donc je savais que c'était un truc assez qui avait beaucoup d'espoir. Donc là, je me jette dans ses bras, genre, ah, merci. Et mon mari lui dit, mais attendez, moi, je prends pas une décision en 5 minutes comme ça. Vous vous rendez compte que vous me demandez de remettre ma vie entre vos mains, sans consulter, avoir un contre-avis en France. Moi, je suis désolée, mais je sais pas si je suis prêt, quoi. Ouais. Et là, moi, je lui ai dit, attends, mais tu peux pas avoir le luxe du temps, quoi. En fait, là, on t'offre une solution. On peut pas passer le week-end, un week-end de plus dans cet état. Saute dessus, franchement, y a pas 36 options, donc on y va, quoi. Parce que tout ça, c'est vraiment passé en quelques jours, quoi. Une semaine. En fait, oui, il s'est passé une semaine. Ouais, donc c'est hyper brutal, quoi. Ah ouais, non, mais hyper brutal. Et tout ça avec 3 petits qui comprenaient rien, qui nous voyaient pleurer, qui se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et, dans un moment où vous auriez dû être en train de pouponner. Ouais, voilà. Le grand avait 4 ans, le petit 3, et le dernier 2 mois, quoi. Donc, difficile de leur expliquer. Et puis, comme on savait pas trop encore, on savait pas quoi leur dire, quoi. Genre, papa va mourir, ou papa a un traitement qui peut être prometteur et peut-être qu'il va rester en vie, ou on savait pas quoi leur dire. Donc, on a décidé de rien leur dire. Et comme en plus on avait beaucoup de coups de téléphone la nuit, parce que pour parler à nos familles avec le décalage horaire, en fait on faisait tout ça très tard le soir, ils étaient couchés, et le petit nouveau-né, il a dû sentir un stress, mais il comprenait pas ce qu'on disait, quoi. Donc ça allait. Mais donc là, je vais à la pharmacie faire le paiement pour la première injection d'immuno. On se retrouve en hôpital de jour, un peu sous le choc de se dire, là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vraiment on fait bien? Est-ce que ce traitement va pas me faire des effets bizarres? Est-ce que voilà, finalement, on est pas mal rassuré, donc par l'oncologue qui était là avec son assistante, exceptionnelle humainement, enfin vraiment des gens formidables, avec une disponibilité. On avait leur portable. Enfin, c'était vraiment top. Et oui, et je disais ça parce qu'en fait, il y a des cas où effectivement des jeunes papas avec des jeunes enfants, enfin, il y a un peu un fast track, voilà, pour les gens qui, on parlait pas de quelqu'un de 80 ans, même si évidemment c'est toujours dur, mais c'était vraiment le bas de combat tout de suite, quoi. Voilà, là on est dans la fleur de l'âge, enfin c'est pas un âge normal pour mourir, donc tout le monde un petit peu serre dans l'agenda pour caler des rendez-vous, pour faire des rendez-vous jusque 21h le soir, pour vraiment avoir un espèce de tapis rouge en mode faut le sauver, quoi, on n'a pas le choix, et voilà. Et donc il a commencé et il nous avait dit voilà, ne paniquez pas, mais au début donc c'est des injections toutes les 3 semaines. Et au début, ça peut empirer parce qu'en fait, avant que le traitement agisse, il y a souvent un effet flare-up, comme il disait, donc ça empire pour après bien marcher. Donc elle disait, si vous voyez pas d'amélioration, ne paniquez pas, c'est peut-être bon signe aussi. Donc on peut rien dire, quoi. En gros, les 2 premiers mois, on peut rien dire. Donc on a passé un été, donc c'était juillet-août, où enfin voilà, c'était hyper dur parce que il remontait quand même un peu la pente, donc on voyait qu'il y avait plutôt des améliorations et ça a pas vraiment empiré, donc on était là genre a priori ça a l'air de plutôt bien marcher, de stabiliser le truc, mais on pouvait pas encore dire voilà si ça marchait vraiment. Et vos 2 premiers, est-ce qu'ils ont quand même vu leur père fatigué, diminuer pendant tout ce temps-là? Est-ce qu'ils posaient des questions? Non, pas du tout.
Ils se rendaient pas du tout compte. Ouais. Enfin, je pense vraiment pas parce que ils étaient à la crèche la journée. Le soir, ils rentraient. Mon mari, du coup, il se reposait le plus possible la journée pour être bien. Voilà, les 2 heures où, parce qu'à l'époque, Le il se tunnel couchait du tôt. soir, là. C'était pas 21h, il se couchait à 19h30. Il était encore tout petit. Donc, il avait, voilà, 2 petites heures où il fallait qu'il fasse bonne figure. Et en fait, il arrivait à pas mal masquer, à être avec le sourire aux lèvres. Et puis, c'était sa joie pour lui. C'était vraiment sa meilleure thérapie, en fait, d'être avec les enfants. Donc, il donnait tout sur ces 2 heures-là. Et donc les enfants, franchement, c'était assez dur de déceler qu'il y avait un truc grave derrière. Et je me souviens, son premier PET scan de contrôle, c'était le 8 septembre. En fait, il est né le 8 septembre. Donc, et le PET scan de contrôle était le 8. Donc bon, moi, je l'ai accompagné. Là, pour le coup, je l'ai accompagné à tout. Hein. C'était pas comme à Bruxelles. Là, c'était trop. Et puis moi, mon Hodgkin, j'y pense même plus. Enfin voilà, là, ça fait 12 ans. Ils vous disent qu'après 2 ans de contrôle, vous retombez dans les stats de quelqu'un qui l'a jamais eu. Donc en fait, moi je suis plus du tout stressée par rapport à ça, mais et donc le jour de son PET scan, à chaque fois il demande les dates de naissance et on dit mais c'est votre anniversaire aujourd'hui, happy birthday, machin et tout. Donc on était là genre oui, ça fait 10 fois qu'on le dit, ok, on aimerait bien être ailleurs quoi pour son anniversaire. N'en rajoute pas. Mais donc pendant le PET scan, vu qu'il faut laisser poser le produit nucléaire, là c'est de la médecine nucléaire, donc pendant 3/4 d'heure, 1 heure, je peux même pas être avec lui, donc il était en train de juste avant l'examen, et puis après il y a une 3/4 d'heure d'examen. Donc pendant ce temps-là, où je pouvais pas être avec lui, je suis allée voir le service et je leur ai dit s'il vous plaît, c'est son anniversaire aujourd'hui, si jamais il y a une bonne nouvelle, envoyez-moi un petit WhatsApp, enfin un petit texto, un petit coup de fil, parce que ce serait vraiment génial qu'on puisse avoir une bonne nouvelle pour son anniversaire quoi. Et donc ils nous ont dit écoutez, on vous garantit rien parce qu'en général on fait jamais ça, il faut quand même bien relire le PET, interpréter donc souvent ça prend plus que quelques heures, donc je vous garantis rien. Et donc là, on se baladait et ma maman était là en septembre, je me souviens, elle était venue nous aider. Et là, je reçois un coup de fil de l'hôpital. Et elles m'ont dit you can celebrate, there is a dramatic shrinkage. Donc vraiment, ça a complètement diminué, c'est hallucinant, il a hyper bien répondu au traitement, c'est super, happy birthday, enjoy et tout ça, quoi. Vraiment le truc, mais un miracle, quoi. Donc là, je raccroche. Et non, d'ailleurs c'était mon mari qui a eu l'appel, c'était pas moi. Ils ont appelé mon mari en direct, donc mon mari raccroche et là on pleurait de joie quoi. On était tous les trois et on se disait punaise, ça y est quoi, on voit le bout du tunnel. Et donc là c'était déjà on commence à souffler un tout petit peu après 2 mois, presque 3 où c'était intense. Et donc là, on s'est dit pas besoin de dire aux enfants puisque son traitement marche bien et que lui, il se sent mieux mentalement, tout allait bien. Il a même rebossé un petit peu justement, donc il avait l'impression d'avoir une continuité avec ce qu'il avait entrepris. Il était content de réavoir une activité un peu intellectuelle, professionnelle et tout, donc c'était super. Et on a eu une année géniale où du coup tous ses témoins sont venus séparément pour le voir, ses parents sont venus aussi. Enfin voilà, on a eu pas mal de visites et on a vraiment bien profité de notre dernière année à Sydney où moi j'ai repris le boulot après mon congé-mat, donc j'étais hyper contente de retrouver aussi un rythme. Et lui, il a découvert Sydney parce que jusque-là il bossait comme un fou, donc ça a été une année où il a pu prendre son petit flat white face à la plage avec ses copains qui venaient de Paris. Enfin non, c'était top quoi. C'est un peu incroyable, mais vrai après ce qui vous est arrivé quoi. Incroyable. Et il a repris le foot, donc il y avait un club de vétérans entre guillemets quoi, donc des papas de 40 ans qui jouaient au foot tous les vendredis soirs, donc il a rejoué avec eux parce qu'il adore le foot. Physiquement, franchement, il était hyper affûté, il avait repris, enfin c'était un bon sportif, il a toujours fait beaucoup de sport, donc pour lui c'était aussi une bonne thérapie quoi. Il y avait les enfants et le sport. Et donc quand on est rentré à Paris, donc on s'est installé à Maison Lafitte parce que après 4 années à Sydney où on avait beaucoup d'espace, la plage, les grands parcs et tout, on s'est dit si on rentre en appart à Paris, les 3 garçons là ils vont ça va pas le faire pour les voisins surtout. On connaissait des amis qui étaient là-bas et surtout parce qu'il y a une école internationale et donc on voulait que les enfants puissent garder un peu l'anglais. Donc voilà, on était ravis, tout ce move s'est fait super bien. Mon mari était venu 2 fois en repérage en fait depuis Sydney, à la fois pour rencontrer Caroline Robert, donc qui est la professeure à Gustave Roussy qui l'a suivie après pour son mélanome,
et aller voir des agences, Maison Lafitte, pour dire, voilà, on habite loin, mais on sait ce qu'on veut. Et donc, en fait, on a trouvé une maison à distance. On est arrivé tout de suite dans cette maison qui est géniale, tout près de l'école. Et donc là, voilà, la transition, transfert médical, tout ça a plutôt bien passé, jusqu'au jour où, donc, c'était en 2018, où là, au PET scan, il y a eu de nouveau une toute petite activité au niveau du poumon. Ils ont vu un petit, une petite métastase, en fait, voilà, mais qui était active. Et donc là, ils ont dit, écoutez, je pense qu'il faut faire une opération et on va vous enlever un bout de poumon parce que là, il y a quelque chose qui redémarre, donc on enlève le truc tout de suite, c'est trop risqué. Donc là, premier coup dur, alors qu'on pensait que voilà, ça se gérerait comme une maladie chronique. Il fait son injection toutes les 3 semaines, des contrôles tous les 6 mois, et puis voilà, circuler, il y a rien à voir, quoi. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ah ouais, non, quand même, c'est pas un long fleuve tranquille. Il peut quand même, ça peut bouger, quoi. La maladie peut revenir et tout. Et donc, il s'est fait opérer. Ça a été hyper douloureux. Et puis lui, en tant que sportif, il avait peur de perdre en termes de souffle. Parce que voilà, les poumons, c'est pas rien, quoi. Donc heureusement, comme c'était dans le petit lobe, je me souviens, le chirurgien qui l'a opéré, qui était un sportif aussi, il lui a dit, écoutez, pour vous donner une image, en fait, ce que je vous enlève, c'est l'équivalent d'une semelle de chaussures de foot versus un stade. Donc la surface de poumon que je vous enlève, c'est vraiment rien. Et donc quand vous recourrez, que vous jouerez au foot, vous sentirez pas la différence. Au début un petit peu, mais vous allez compenser et vous pourrez faire du sport, il y aura pas de problème. Donc voilà, il fait son opération. Et puis les mois se passent. Juste après, il avait un PET scan qui du coup là pour le coup était nickel. C'était la première fois où il y avait plus rien du tout et où les médecins, Caroline Robert, commençaient à parler peut-être de faire une pause de traitement parce qu'en fait l'immunothérapie c'est tellement nouveau que voilà, ils aiment pas trop laisser ça. Ils ont pas trop de recul pendant encore, 40 ans, quoi. Ils se disent ça va peut-être quand même à terme avoir des effets. Donc si tout va bien, on fait des breaks, on reprend, on surveille comme le lait sur le feu. S'il y a le moindre truc qui redémarre, on rebascule sur l'immuno et voilà. Et donc là, on commençait à parler de trucs assez positifs. Quand on s'est dit génial, pour qu'elle en parle comme ça, c'est qu'elle est vraiment plus inquiète sur son cas, quoi. Et là, en janvier 2019, je me souviens, j'étais en train de conduire, je reçois un appel de l'infirmière qui m'appelle et qui me dit, écoutez, ne paniquez pas. Alors là, tout de suite, évidemment, on panique. Mais votre mari a fait un malaise. Là, il a un peu perdu connaissance. Les pompiers sont arrivés. Ils prennent le truc en main. Il va être transféré aux urgences de Roussy. Ils vont faire ce qu'il faut. Mais voilà, je voulais vous tenir informé parce qu'il va pas rentrer ce soir. Enfin voilà, il sera à l'hôpital et voilà, vous pouvez venir le retrouver. Et donc moi je lui dis mais est-ce que je peux lui parler et tout. Elle me dit non, là il est très très confus, il reconnaît plus ses collègues et il parle mais c'est pas distinct. Enfin on comprend pas ce qu'il veut dire, quoi. Donc j'ai dit ok super. Donc là j'arrive aux urgences et en fait il venait de lui faire une IRM du cerveau évidemment parce qu'il soupçonnait quelque chose à la tête. Et en fait, là, métastase au niveau de côté droit du cerveau. Et tout de suite, les médecins ont dit, clairement, là, il y a de fortes chances que ce soit une rechute de son mélanome. Donc là, j'ai retrouvé mon mari qui était livide, blanc comme le drap de l'hôpital, à dire... il avait déjà eu la nouvelle. Ouais, il avait eu l'annonce avant que j'arrive. Et donc, il me dit, t'as tiré le mauvais cheval, je suis désolée. Enfin, voilà, t'as pas eu le bon numéro, t'auras eu que des soucis avec moi. Va falloir être forte. Là, c'est vraiment mal barré. Une fois que ça touche la tête, c'est vraiment mal embarqué. Donc, il était extrêmement lucide, voilà, sur le fait que même si c'était opérable, après ça peut revenir. Il y a quelque chose en plus. Souvent, je me rends compte quand ça commence à toucher la tête et le cerveau. C'est plus la même chose pour les patients, quoi. Ouais, carrément pas. On peut tolérer de mettre en danger beaucoup de parties de son corps, mais ça, la tête, et il me l'avait toujours dit. Il m'a dit, moi, tant que dans la tête tout va bien, je m'en fous de me faire enlever un bout de poumon ou si on doit enlever d'autres trucs ailleurs et tout. Bon, mais le cerveau, ça lui faisait très peur, quoi. Et donc, et souvent les médecins disaient non, mais voilà, il y a rien au cerveau. Enfin, c'est toujours, il y a rien là, donc tout va bien. C'est très bon pour le moral, quoi. Et donc là, d'un coup, voilà, épée de Damoclès là qui se rapproche un peu et on se dit mais mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire?
Et moi, c'est vrai que je suis un peu optimiste par nature, donc je dis non mais c'est génial, c'est opérable. En plus, il faisait de la radiothérapie derrière pour sécuriser encore plus le truc. Donc je lui avais dit mais c'est bon, ils vont t'enlever le bazar, tu vas avoir de la radio et après fini quoi. Mais bon, enfin voilà, de toute manière on n'a pas le choix quand on vit des trucs comme ça. Si on n'est pas un petit peu optimiste ou qu'on garde pas un brin d'espoir, autant se jeter tout de suite dans la Seine quoi. On peut pas vivre sans espoir quoi. Bien sûr. Donc moi je lui disais écoute, de toute manière je serai là, je t'abandonnerai jamais. Et il avait très peur de terminer en légumes, voilà, d'avoir un cerveau qui soit plus opérationnel et qui soit un boulet pour la famille, à plus pouvoir gérer. Et je lui dis écoute, on n'en est pas encore là, un jour à la fois, voilà, on avisera et tout, mais c'est sûr que j'avais très très peur quoi, très très peur de me retrouver seule parce que c'était vraiment ma moitié, mon rock, c'était la personne qui me connaissait le mieux, enfin on avait père de mes enfants et on avait vécu des choses incroyables. Il m'a fait vivre 10 vies en une vie avec toutes ces expériences à l'étranger. Il était incroyable quoi, vraiment c'est vraiment mon âme sœur quoi. Et donc là, de concevoir, de vivre sans lui et tout, c'est vraiment la première fois où je me suis dit ça va peut-être se produire et comment je vais gérer quoi, comment je vais gérer 3 petits, c'est vraiment trop dur quoi. Et donc oui, du jour où le cerveau a été touché, donc ça n'a pas été la même histoire. Il a dû se faire opérer, hyper compliqué parce que donc comme c'était dans la zone du langage, donc le rendez-vous avec la chirurgienne avant, elle nous a dit écoutez, il est possible qu'il puisse pas reparler normalement. Et qu'il faille faire un peu de rééducation. Et donc là, pareil, rendez-vous surréaliste où je me souviens, elle était sortie pour checker les plannings du bloc. Et là, on se retrouve tous les deux et on éclate en sanglots en se disant mais c'est un cauchemar quoi. Pincez-moi, sortez-nous de là. De quoi on parle? On voit pas le bout quoi. Même si on avait eu des moments de haut où on avait l'impression que voilà, c'était en dents de scie quoi. Mais il y avait des petits plateaux où on était rassurés, où on s'était dit bon ça y est, le plus dur est derrière nous quoi. Et en fait là, on retombait dans un truc mais 1000 fois pire. On disait mais déjà, voilà, c'est touché au cerveau, donc ça veut dire que pour la suite, on sait pas trop. Et en plus, là, l'opération, c'est flippant de se dire qu'on ouvre le crâne. Moi, j'étais chez moi pendant l'opération et la chirurgienne m'avait dit, écoutez, je vous enverrai un petit SMS quand il sera en salle de réveil, parce que lui, il pouvait pas m'appeler pour me dire. Donc, elle m'a dit, je vous dirai tout de suite si toutes les cases sont bien en place. Et je me souviens, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, je lui ai posé 3 questions. Qui est le président de la République? En quelle année on est? Et est-ce qu'on est en hiver ou en été? Et il a répondu nickel aux 3 quoi. Et donc là, ça veut déjà, voilà, ça, il comprend et en plus il exprime, il verbalise les bons mots aux bons endroits, aux bonnes questions et tout. Rassurant. Donc elle avait coché, enfin elle a dit il y a aucun problème, il y a pas de séquelles et en plus j'ai pu bien tout enlever et tout. L'opération s'est bien passée, mais c'est quand même 4 heures d'opération où moi c'était un mercredi après-midi avec les enfants à la maison qui se rendaient pas du tout compte de ce qui se passait. Moi j'étais là avec mon téléphone prête à bondir, je voulais surtout pas rater l'appel. Enfin ouais, un peu dur, vraiment même très très dur. Mais bon, au final, encore une fois, on remonte la pente, il se back, comme on dit. Voilà, c'est un putain de warrior qui lâche rien, qui a un mental d'acier et voilà, il revient à la maison. Peu de temps après, Vlatipak, voilà, il se fait ses footings et tout, alors qu'il s'est quand même fait opérer au cerveau. Un mois après, on va à Annecy parce que ses parents ont une maison là-bas et il adore faire du ski nautique. Enfin, c'est un peu son truc à chaque fois qu'on va là-bas. Et là, hop, il est sur ses planches comme si de rien n'était, à faire des gerbes d'eau à la perfection. Moi, je me dis mais quel homme quoi, c'est juste fou. Ouais. Et donc voilà. Par contre, là, comme clairement l'immunothérapie était en échec, qu'il y a eu une récidive, on l'a basculé sur la thérapie ciblée. Donc là, il avait 12 cachets à prendre chaque jour. Donc il y en avait 3 le matin et 9 le soir à horaire fixe. Donc genre 6h du matin, 6h du soir. Et puis plus d'effets, voilà, il a fait une espèce de poussée d'acné, quelques montées de fièvre, les cheveux qui changent de texture aussi, qui beaucoup deviennent un plus peu d'effets plus secondaires. Ouais.
Ouais, et puis des effets secondaires qui se voient parce que du coup l'acné, pendant quelques jours, le temps qu'on trouve, c'est pas quelques jours parce qu'en fait il leur a dit moi votre produit là c'est du poison, j'arrête. Même si y a pas de filet, y a rien d'autre, je peux pas vivre comme ça. J'ai 42 fièvres, je suis au fond du lit. Quand j'essaye de sortir avec le peu d'énergie qui me reste, j'ai tellement la tête défigurée par l'acné que les gens me regardent, je fais peur à mes enfants. Enfin c'était pas possible quoi, c'était pas une vie pour lui. Donc il a dit moi je vous rends vos gélules là, c'est du poison, j'en veux plus. Et les médecins, ils étaient un peu genre, ok, on vous fait signer une décharge, comme quoi c'est vous qui avez pris la décision de tout arrêter. Et Caroline Robert, elle a senti qu'il était à bout. Elle a dit, ok, écoutez, on fait un break. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Voilà, on se revoit dans 2 mois et tout. Et en fait, en l'espace des 2 mois, elle a réussi à négocier avec les laboratoires qui développaient une autre thérapie ciblée avec, c'est un peu la même molécule, mais il y avait des compositions, des trucs un peu différents qui avaient moins d'effets, notamment sur l'acné et la fièvre. Et donc en fait elle a dit écoutez voilà j'ai un patient d'une 40aine d'années, il supporte très mal la thérapie ciblée qui est remboursée entre guillemets, est-ce que on peut faire un essai avec la vôtre là qui est pas encore sur le marché mais voilà je pense que ça pourrait vraiment l'aider quoi. Et donc on réessaye ça et là miracle, 0 effet quoi, pas de fièvre, pas d'acné, rien. Donc on se dit génial. Donc pendant 8 mois, là, on re-atteint un plateau de stabilité où on se dit, génial, on a trouvé le bon truc, les IRM du cerveau de contrôle, il y a rien. Voilà, donc une petite période de paix où voilà, en même temps mon mari a toujours été très très prudent, donc il a jamais voulu crier victoire, genre ça y est, je suis guérie. Vous repassez des Il bons était moments. toujours assez prudent quand on parlait aux copains. Moi j'étais là genre non mais c'est bon, on a trouvé une nouvelle thérapie ciblée qui marche bien et tout, ça va aller. Et lui, il était toujours vachement plus mesuré, conscient que et puis il était dans son corps, il sentait bien qu'il y avait des choses aussi voilà, il se sentait pas en pleine possession de lui-même quoi. Et voilà. Et alors 1 an jour pour jour, donc on se retrouve le 29 janvier 2020, c'est ça 2020. Et 1 an jour pour jour, là on était à la maison. Et mon mari lisait Harry Potter en anglais aux garçons, c'était le petit rituel du soir, donc il avait les 3 là à côté de lui. Et puis à un moment il vient me chercher, moi j'étais en train de ranger la cuisine, il vient me chercher, et puis là il bégayait un peu quoi, il me disait ça va pas, Harry Potter, je vais me coucher. Enfin voilà, il m'explique en gros, il arrive plus à lire, qu'il va aller s'allonger pour récupérer un peu parce que là dans ces moments le psychologique part au galop quoi, parce que tout de suite on se dit est-ce que c'est moi qui m'invente des trucs ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui se passe dans ma tête et c'est la maladie qui revient et ça fait peur et tout ça. Donc panique à bord, donc il va s'allonger dans notre chambre. Moi, je prends le relais, l'air de rien, avec le sourire, genre non mais tout va bien, papa est un peu fatigué, il est parti se reposer. Mais quand même, ils avaient bien vu qu'il commençait à lire bizarrement, à dire des choses bizarres. Donc, il me reposait des questions à la fin de chaque page, genre mais t'es sûr, qu'est-ce qu'il a et tout. Et donc, et puis moi, j'allais un peu le voir aussi, quoi. Je lui dis, est-ce que j'appelle les pompiers, qu'est-ce que je fais, ça va mieux, ça va pas. Et donc. Et en fait, à un moment, il me dit non, ça va pas, appelle les pompiers, quoi. Là, clairement, ça me refait comme la crise d'épilepsie, les mêmes effets que quand il a fait sa crise d'épilepsie chez Air Liquide. Il me dit non, mais là, je sens que ça fait pareil, appelle les pompiers. Et donc là, j'étais ok, il y a les enfants qui sont pas endormis, et ça va pas se faire en 2 secondes parce qu'ils sentent qu'il y a un stress. Donc j'appelle une voisine qui est infirmière, qui est la maman d'un très bon copain de mon grand. Je lui dis écoute, faut que tu viennes tout de suite. Je crois que Fix est en train de faire une crise d'épilepsie. J'ai appelé les pompiers, mais je sais pas quand ils vont arriver. Puis surtout j'ai les enfants. Est-ce que tu peux venir prendre les enfants quoi? Et donc là. Elle arrive tout de suite, ils habitent vraiment à 50 mètres. Et le temps qu'elle arrive, il commence à convulser, quoi, à faire une vraie crise d'épilepsie. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et en fait, c'est hyper impressionnant parce que il y a les yeux qui partent en l'air, la tête qui part sur le côté. Il commence à parler en disant n'importe quoi. Enfin, c'était plus mon mari quoi, c'était un truc affreux quoi. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, il va mourir devant mes yeux, en plus il y a les enfants juste à côté, enfin c'était pas le scénario. On s'est dit au secours là, escape, il faut trouver une solution. Donc en fait ce qu'elle a fait c'est que
comme elle a l'habitude, elle a géré la crise d'épilepsie, les convulsions et tout. Son mari est venu en backup et à deux, ils ont réussi à ce qu'il se fasse pas mal parce qu'il était allongé sur le lit, mais il s'est cogné sur le chevet, donc il saignait du front. Donc c'est rien de grave, mais heureusement qu'ils étaient là pour maîtriser le truc. Et moi, j'ai pris les enfants en bas et j'étais en larmes. Je leur disais ça va aller, c'est papa, ça va pas, mais vous inquiétez pas. Et ils faisaient des espèces de gémissements aussi. Donc les enfants, ils avaient peur, ils se bouchaient les oreilles, genre mais papa s'est transformé en monstre, qu'est-ce que c'est? Enfin, grosse frayeur quoi. Et donc là, il y a un autre copain qui est arrivé pour prendre les trois en sleepover pour la nuit parce qu'on savait qu'on irait aux urgences et qu'on ne pourrait pas les gérer. Et je remonte et là donc je vois mon mari normal a priori, mais il me posait en boucle les trois mêmes questions. Il est quelle heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il y a de la terre là? Parce qu'en fait donc il avait saigné. Et voilà, il y a des mots qui sortaient pas bien, et donc il dit mais c'est quoi toute cette terre et tout. Je dis mais non, c'est pas de la terre, c'est du sang. Et donc il dit du sang, et puis 2 secondes après mais c'est quoi cette terre, et il est quelle heure, et qu'est-ce qui m'est arrivé, oh mon dieu. Enfin donc en boucle, mais pendant tout le temps où les pompiers étaient là pour l'examiner. Et il lui disait est-ce que vous reconnaissez qui on est? Puis il les regardait alors qu'il y avait l'uniforme de pompier. Il les regardait et disait excusez-moi messieurs, excusez-moi, c'est trop difficile, je sais pas. Donc il était hyper poli, il disait excusez-moi, mais il était confus. Enfin, et ma copine infirmière me disait mais tu sais c'est normal après une crise d'épilepsie, on n'a pas les idées en place, ça va revenir quoi. C'est pas un truc irréversible. Définitif. Voilà, non, ça va revenir progressivement, mais c'est tout à fait classique. Donc panique pas, parce que moi dans la salle de bain je dis il va rester comme ça ou quoi, tu vois, ça va pas être possible en fait de vivre avec un mari qui me pose tout le temps les trois mêmes questions toutes les 2 secondes. Donc et elle me dit non, t'inquiète pas. Et donc dans l'ambulance, il y avait une pompière entre guillemets, et je pense qu'il l'avait pas encore repéré. Il me reconnaissait pas en fait. Et il demandait à voir sa femme, et je lui disais mais c'est moi, Olivia. Il me dit c'est toi. Et en fait donc il avait du mal à enregistrer que j'étais là. Et à un moment donc il prend la main de la pompière en disant merci. Et là elle lui dit votre femme est là, et elle prend sa main et elle lui glisse sa main sur la mienne en disant votre femme est là, je pense que c'est à elle qu'il faut dire merci et tout. Mais c'était trop mignon. Et effectivement c'est à ce moment-là qu'il a commencé à remettre les cases en place et à dire à reprendre ses esprits et à revisualiser le moment juste avant quand il lisait Harry Potter et que ça allait pas bien avec les enfants et tout. Donc voilà, et donc là effectivement ça a été un peu le début de la fin parce que donc on était fin janvier. Et donc là c'était une récidive au niveau du cerveau. Là tout le monde était méga pessimiste en disant là la thérapie ciblée est en échec aussi, nous on n'a pas de traitement autre. Donc clairement là il faut commencer à en parler à vos enfants. Enfin on leur avait déjà dit juste avant en fait, parce que Caroline Robert, ça faisait plusieurs mois qu'elle nous disait parlez à vos enfants, dites-leur. Là il a 7 ans, 6 ans, 3 ans, ils sont en âge de comprendre un petit peu ce qui se passe, dites-leur avec vos mots, mais il faut qu'ils soient au courant quoi. Et elle lui avait dit rappelez-vous le petit garçon que vous étiez à 7 ans, est-ce que vous pensez que vous auriez apprécié que vos parents vous cachent la vérité et tout. Et mon mari avait vachement peur d'un rejet en fait, que les enfants ne l'aiment plus pareil, ou qu'ils aient peur que ce soit contagieux, ou voilà, et c'était effectivement sa dernière bulle de normalité. C'était les seuls qui étaient pas au courant de tout entre ses collègues, la famille, les amis et tout ça. Et donc il a vraiment eu du mal à le faire, mais il a fini par leur dire. On était à table un soir tous les 5. Et il leur dit, vous savez, en fait, la petite boule qu'on m'a enlevée, donc c'était après la première opération au cerveau, la petite boule qu'on m'a enlevée dans le cerveau et puis aussi au poumon, parce que ça, ils avaient bien réalisé. Il est parti 15 jours à l'hôpital, donc ils avaient tout compris qu'il fallait enlever une petite boule dans le poumon, mais ils savaient pas que cette petite boule, c'était lié à un cancer. Et donc il leur a dit, voilà, en fait, c'est une maladie qui est assez grave. Il n'y a pas vraiment de traitement, donc voilà, papa se bat, je me battrai jusqu'au bout pour vous, vraiment je lâcherai rien parce que je vous aime trop, mais je vous garantis rien, et il faudra être courageux avec maman, si jamais je suis plus là un jour, faudra aider maman, et ça c'était surtout adressé à Romain qui était le grand et qui est assez raisonnable comme petit garçon. Et donc voilà, il avait eu cette discussion un peu de vérité en disant voilà, je me bats, mais voilà, les médecins n'ont pas de produits pour me soigner, pas de médicaments, et c'est pour ça que je suis un peu fatiguée, c'est pour ça que je vais souvent à l'hôpital, c'est pour ça que ceci, cela, et donc bref. Et là, on avait été étonnés, les enfants, en 2 secondes, ils étaient là genre on a fini de manger, on peut sortir des tables, est-ce qu'on peut aller jouer? Et puis nous, on s'est regardés, on s'est dit mais est-ce qu'ils ont compris? Et en fait, ça a absolument rien changé dans leur rapport avec leur papa.
Et au contraire, ils étaient vachement plus responsables. Enfin voilà, quand mon mari leur disait non mais là je suis fatiguée, parce que quand ils prenaient les 9 gélules à 6 heures du soir, c'est pile le rush hour, bain, dîner, tout ça. Donc moi, il fallait que je sois forcément rentrée du boulot pour ça, que je canalise les enfants, qu'ils aillent pas le déranger, parce que bon, il avait sa rangée de gélules et il mettait un peu le temps. Voilà, il se donnait une petite heure, il bouquinait des trucs. Enfin, voilà, il le faisait tranquillement à son rythme. Et donc c'était une heure où voilà, il fallait pas qu'ils aillent déranger papa. Donc à partir de ce moment-là, vu qu'ils le savaient, voilà, ils étaient vachement plus respectueux, à essayer de pas trop aller le voir pour ça. Et puis et malheureusement, son état s'améliorait pas et il perdait beaucoup de poids, il était très fatigué. Plusieurs fois, on a dû faire appel aux pompiers parce que il avait des moments d'angoisse à la maison où ça allait pas, vomissements et tout. Donc bon, voilà, visite à répétition aux urgences de Poissy qui sont à côté de chez nous. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça lui faisait tellement mal à la tête. Ils ont dit non mais là, là c'est fini. Enfin, il a été transfusé 2 fois aussi parce que il avait pas assez de fer. Il avait des grosses carences sur plusieurs choses, mais dont le fer. Et donc en fait là c'était plus possible de vivre une vie normale, donc ils ont dit bah non là c'est hospitalisation, il faut qu'il reste en soins intensifs à Gustave-Roussy. Sauf que là, nous sommes début mars 2020, le Covid arrive, confinement, premier confinement, et les hôpitaux débordés, le stress de qu'est-ce qui nous arrive, tous ces gens qui arrivent en réa, machin. Comment vous avez vécu ça, vous, du coup, c'était hyper dur parce que ça a été vraiment le jour où le gouvernement a annoncé confinement. Et ben nous on était à l'hôpital. On n'était pas en mode résidentiel, enfin soins palliatifs à Gustave-Roussy, on était toujours aux urgences. Mais bon, il parlait de transférer en soins palliatifs parce que son état était trop critique. Et il m'avait dit, ben là maintenant, on a une nouvelle réglementation. Madame, vous pouvez pas rester quoi. Vous devez rentrer chez vous. Vous pourrez pas rendre visite à votre mari quoi. Et moi je leur ai dit, mais attendez, vous imaginez quoi. Il a 42 ans, il me dit qu'il a mal à la tête, que sa tête va exploser, qu'il est en train de mourir, que c'est la fin, que si je pars, c'est que je l'abandonne. Parce que lui, là, il était très très lucide en fait, parce qu'il avait très mal à la tête. On avait suivi le confinement en Italie, mais le fait que ça arrive en France, là, lui, il avait un peu perdu le fil de l'actualité et il se rendait pas compte. Il me dit, mais pourquoi tu t'en vas? Et on imaginait aussi que dans des cas comme ça, ils allaient faire des exceptions. La famille proche peut rester, quoi. Ouais. Enfin, moi, je dis, ok, confinement, mais il y a des cas de force majeure quand la personne est en train de mourir. Vous la laissez à côté du mec qui est en train de mourir, quoi. Ouais. Et en fait, il me dit, mais si on commence à faire des dérogations pour tout le monde, à quoi ça sert de faire des règlements, quoi. Donc non, on peut pas. Et puis, on peut pas prendre le risque que vous rameniez le Covid à l'hôpital, parce que moi, je rentrais chez moi, je revenais de ça. Ouais. Donc en fait, ils étaient, mais tout le monde pleurait. Hein. Enfin, moi, j'étais en train de faire une crise d'hystérie dans les couloirs. Les infirmières qui humainement vivaient des choses atroces, de voir cette séparation. Au-delà du Covid et tout ça, mais déjà c'est un service qui est pas facile quand on est en soins palliatifs. En plus, on était les seuls jeunes. Enfin, il y a que des vieillards. Là, on était vraiment les seuls du couloir à avoir nos âges. Et en plus, ce côté vivre séparé, de pas pouvoir accompagner la personne sur ses derniers jours. C'était inhumain. Donc elles étaient en pleurs aussi, en disant écoutez, même une fois j'ai réussi à me cacher ce jour-là. En fait, elles m'ont dit normalement vous devriez partir, mais écoutez, restez là, on va rien dire, au moins vous passez cette journée-là, on va essayer d'organiser la HAD, donc c'est l'hospitalisation à domicile. On va essayer d'organiser ça le plus vite possible, comme ça votre mari revient. Et nous on avait déjà discuté avec mon mari du fait que si vraiment il arrivait à la fin, il voulait pas mourir à l'hôpital tout seul, quoi, il voulait être chez lui. Et donc on a eu beaucoup de chance parce que au final on a eu une nuit séparée. Donc moi j'ai dû rentrer mais le cœur brisé en me disant est-ce que je vais le revoir vivant. Donc je rentre à la maison en mode voilà, ça y est quoi, c'est fini. J'arrêtais pas d'appeler le service, genre ça va, est-ce qu'il souffre pas trop, est-ce que je peux lui parler, ah non il dort, ok. Et le lendemain matin pareil, ils m'ont dit bah écoutez oui, il a pas de douleur, mais effectivement il comprend pas pourquoi vous êtes pas là, il est très anxieux, très très stressé, il sent que ça va, enfin je pense que dans sa tête il sentait que c'était la fin et il comprenait pas qu'il y ait personne de la famille, quoi. Et donc là, ça s'est mis en place très très vite. Il a pu rentrer à la maison dans la matinée, donc on a eu qu'une nuit séparée.
Il revient donc avec l'ambulance, les enfants et moi super contents, genre papa revient, c'est génial. Et puis moi j'avais quand même un secret espoir. Enfin, on croit toujours au miracle, on se dit que ça va aller, qu'il va s'en sortir, qu'il est pas comme tout le monde, que oui, il a un qu'il a mental déjà d'acier. été Il a fort déjà plus d'une tellement fois. en fait il y a eu tellement d'épisodes où on pensait que c'était fini, enfin mais bon voilà, ça il remontait toujours la pente quoi. On dit il nous surprend à chaque fois, donc il va nous surprendre à nouveau. Ouais. Et tant qu'il vivait, Ouais, l'espoir tant était qu'il y a de perdu, la quoi. vie, il y a de l'espoir. Mais là, je me souviens quand ils ont ouvert les portes arrière là de la petite fourgonnette qui le ramenait, il regardait pas les enfants, il avait le regard dans le vide, il regardait le gazon quoi. Et même moi, il fuyait mon regard, quoi. Et je sentais qu'au fond de lui, c'était trop dur, en fait. Il se disait, je reviens pour mourir et c'est horrible, j'accepte pas ça. Enfin, c'est hyper dur. Alors que les enfants, ils étaient tout contents, genre papa, papa, papa. Enfin, une espèce d'excitation, alors que lui, il était tout mou, la tête en biais, pas bien et tout. Donc là, je me dis, oulala, c'est pas le fixe que je connais là, c'est pas top. On remonte, donc on l'installe dans la chambre sur un lit médicalisé, il y a tous les médecins, enfin pas les médecins, les médicaments qui arrivent par carton, donc ils font tout livrer comme ça, donc il y avait des caisses et des caisses de tout le matériel médical, les médicaments, les alaises pour le lit, enfin voilà, donc on avait des montagnes de cartons, donc les enfants ils étaient trop contents, ils se construisaient des cabanes, des trucs et tout. Et nous, donc, on organise un peu la chambre pour pouvoir cohabiter tous les deux. Mes beaux-parents sont venus se confiner chez nous, ma belle-sœur aussi, ma sœur aussi qui habite à côté de Grenoble. Mon beau-frère habite à Versailles, donc lui, il venait tous les jours pour voir son frère. Donc on était 10 dans la baraque, en permanence à son chevet, à lui mettre des musiques qu'il aimait bien, s'il avait une envie, genre bah tiens, je pense que j'ai un petit peu faim, je vais essayer de prendre une petite compote, donc hop on lui faisait des petites compotes Thermomix en 2-2 avec des pommes bio, enfin voilà le truc tout ce vraiment, qui pouvait lui faire plaisir. ouais, des petites soupes aussi qui buvait à la paille pour l'hydrater, donc pour essayer de le faire remanger un petit peu. Et là il m'avait dit ça va le faire, enfin voilà, il reprenait un peu ses esprits, il me dit punaise mais quel parcours, heureusement que t'es là, enfin il m'a toujours dit mais sans toi je me serais jamais battue comme ça. Donc, on me dit tant que t'es à mes côtés, je suis un marathonien, je lâcherai rien, ça va le faire. Enfin voilà, donc là, je me dis bon, il reprend un peu du poil de la bête. Et en parallèle, on avait fait donc un mois avant l'hospitalisation à domicile, on avait monté un groupe WhatsApp grâce en fait aux autres patients. Une de ces personnes m'avait dit mais tu sais nous on a mis un groupe WhatsApp tous les soirs à 21h, elle se met en mode réception et tout le monde lui envoie des messages et tout le monde pense à elle, que ce soit de la prière ou ils avaient beaucoup d'amis un peu médiums. Donc voilà, des énergies, de la bienveillance, voilà, l'onde de choc quoi. Et j'avais trouvé l'idée super et donc on avait mis ça en place avec Fix, mais il n'était pas dans le WhatsApp en fait, il voyait à travers le mien, mais c'était too much émotionnellement pour lui, donc je l'avais volontairement laissé en dehors, mais je lui faisais part de tout ce qui arrivait parce que c'était merveilleux. Et donc nous on avait mis 21h30 le temps de coucher les enfants. Et à 21h30, on se faisait un petit temps de prière parce que on s'est un peu rapproché de tout ça. On a été élevé dans la religion catholique, mais c'est vrai qu'entre la fausse couche, mon Hodgkin, tout ça, on s'était un peu éloigné. Et puis quand on est à l'étranger, on retrouve pas toujours des paroisses. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Donc on était un peu sortis du truc, même si on croit en quelque chose, hein, mais et là en fait, on avait repris un peu ce petit rituel d'allumer une petite bougie et puis juste de confier toutes nos craintes à Marie ou voilà, on l'appelle comme on veut, mais de faire un petit point d'étape et de se dire ok là il faut vraiment que tu m'envoies de la force mentalement, physiquement, de continuer à se battre et de profiter de la vie mais chaque seconde après seconde et de pas se faire pourrir par le quotidien qui compte pas, enfin les choses de la vie quotidienne qui peuvent vite empiéter et venir polluer tout ça quoi, de se concentrer sur l'essentiel et sur tous nos amis, la famille, enfin voilà les choses qui comptent. Et donc voilà, c'était un petit temps pour nous. Et après, j'ouvrais le WhatsApp et je voyais plein de messages parce que
au départ, donc on était genre 20, 50. Donc quand on met les amis proches, les frères et sœurs, les parents et tout, et on a terminé, on était 200. Ouais. Parce que ça a fait boule de neige, que finalement, moi, dans mes copines, j'avais pas forcément mis leur mari, donc elles m'ont dit ah ben si, il aimerait bien être dedans aussi, donc vas-y rajoute-le. Donc on avait vraiment tous les couples au complet, les collègues aussi qui de fil en aiguille, alors que mon mari il a toujours mis Une barrière entre sa vie perso et le boulot. Bon là, il était tellement, moi je voulais pas bloquer toutes ces bonnes énergies, donc je m'étais dit non, c'est pas parce que c'est des collègues qui peuvent pas t'envoyer des good vibes et tout. Donc on était 200 et c'était hallucinant parce que comme on a habité beaucoup à l'étranger, on avait on recouvrait le globe quoi, de San Francisco, New York, Brésil, encore à Tokyo, l'Australie, Singapour, Hong Kong, le Moyen-Orient, en Europe aussi pas mal. Enfin, donc il y avait toujours Singapour est avec vous, et ils envoyaient des petites photos de eux devant une petite bougie, leurs enfants ils recomposaient des paroles sur Alléluia, et qui chantaient à la guitare, et donc il y avait des vidéos, des photos, des mots hyper touchants, même parfois de gens, il y a une maman de la crèche que je connaissais depuis à peine 1 an, et je la voyais 5 minutes le matin en déposant mon Baptiste à la crèche, et elle a marqué des trucs absolument poignants, alors que c'était peut-être celle que je connaissais pas le moins bien, mais je la connaissais, c'était pas une de mes témoins de mariage par exemple, quoi. Et là donc c'était des cadeaux tous les soirs, et ça nous a porté. Et mon mari il me disait mais comment je vais rendre tout ça? Si je m'en sors, j'arrête de bosser et je me mets dans du bénévolat et je passe le reste de ma vie à aider les gens malades, quoi. C'est tellement fort ce que je reçois en termes d'amour, en termes de manifestation, d'amitié. Enfin c'était ouais, genre on avait les larmes qui coulaient tellement c'était beau, quoi. Et donc ça devenait le rituel. Pendant la journée il y avait rien, les gens envoyaient que sur un créneau d'une demi-heure en fait, donc du coup ça polluait pas tout le temps le WhatsApp. C'était à ce moment-là précis, et moi ça leur permettait de donner un petit point santé. Justement la fois où il a dit ça va le faire, j'ai dit he's back, il m'a dit tout à l'heure ça va le faire, en mettant son point comme ça. Et du coup ça devenait un peu le leitmotiv où les gens, quand il y avait des coups durs, ils disaient non mais n'oublie pas, ça va le faire, ça va le faire. Et donc voilà, je partageais tout ce qui se passait à la maison. Donc eux qui étaient confinés chez eux aussi, il fallait voir que tout le monde était confiné, seul, impuissant, à se dire mais comment on peut les aider? On peut même pas leur apporter des petits plats. Alors après, à Maison Lafitte, si, parce que on est dans le parc de Maison Lafitte, il y a pas les flics à chaque coin de rue, et donc entre voisins, on avait des roulements de Google Calendar où il y avait des copines qui me rapportaient à manger midi, soir, et elles s'organisaient pour pas que j'y aille faire des courses. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et donc ça a duré 15 jours. 15 jours où il était donc avec nous à la maison, avec des moments plus ou moins éveillés, lucides, mais il y avait toujours des petits moments quand même où il était là. Et notamment, donc on avait fait la connaissance d'un prêtre à Maison Lafitte qui est super, le Père Laurent, qu'on nous avait présenté en janvier, là, après la deuxième crise d'épilepsie, quand on sentait que ça sentait le roussi. On s'est dit bon, là il avait besoin de rééchanger au niveau spirituel, au niveau est-ce qu'il y a quelque chose après, enfin de parler un peu de tout ça. Et donc le Père Laurent venait toutes les semaines chez nous, et on avait des super beaux échanges avec lui. Et il est revenu donc quand on a senti 3 jours avant son décès, moi je lui ai dit écoute, là je pense que ce serait bien que tu viennes, ça va vraiment pas fort, là je pense que c'est vraiment imminent. Et les infirmières à domicile qui venaient matin et soir, elles nous disaient comme il est jeune, ça peut prendre encore quelques mois, quoi, parce qu'il a un bon cœur. Donc, tant que son cœur bat, voilà. Et en même temps, comme il s'alimentait plus trop et qu'il devenait vraiment très très maigre, en fait les produits, donc il est hydraté par les poches de produits, mais en fait toutes les fonctions vitales de digestion, de tout ça, en fait le liquide peut progressivement aller dans les poumons. Et en fait dans les éventualités de comment ça allait se passer, il pouvait en fait aussi mourir étouffé dans un stress de dire j'arrive plus à respirer parce que j'ai de l'eau dans les poumons, quoi. Et Caroline Robert, qui m'appelait tous les jours pour prendre de ses nouvelles, elle m'avait dit ce qu'on souhaite tous, c'est qu'en fait, comme ça touche l'arrière du cerveau et que c'est là qu'il y a vraiment toutes les commandes principales, respiration et tout ça,
Ce qui peut lui arriver de mieux, c'est qu'en fait, son cerveau n'envoie plus l'ordre de respirer, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il a fait des petites apnées et puis en fait, il a eu une dernière bouffée d'oxygène. Voilà, il a pris une dernière grande respiration dans mes bras parce qu'en fait, à ce moment-là, il avait eu une nuit hyper paisible et tout, et je me souviens, je disais à l'infirmière du matin, il a eu une très bonne nuit, c'était paisible parce que moi je dormais encore avec lui, donc on était plutôt contents. Les enfants étaient venus lui dire bonjour, il avait ouvert un œil, mais vraiment un demi-œil avec un petit sourire, et c'est là qu'on voit que les enfants, ils ont accompagné ce déclin, et donc là ils étaient là genre oh, maman il a ouvert un œil, c'est trop bien, papa il a ouvert un œil, enfin c'était genre un truc incroyable qu'il avait fait, quoi, alors que bon, 2 semaines avant c'était normal qu'il ouvre les yeux, mais donc ils ont pu réaliser le fait qu'ils aient pas d'école et qu'ils soient présents à la maison tout le temps. Oui, ils finalement, ont vu... c'était... Ah mais c'était une chance. Enfin quelque part, je pense qu'il aurait pas pu mieux. Enfin c'est jamais, c'est horrible de dire ça, mais dans notre malheur, il y a quand même eu des choses qui se sont pas trop mal. Qui ont bien coïncidé. En termes de timing. Ouais. Quoi. Et donc là, voilà, il a pu être vraiment entouré. Et c'était un samedi matin à 9h. Donc on lui dit bonjour avec les enfants. L'infirmière arrive et on commençait à se dire avec ma belle-sœur, ma sœur et mes beaux-parents et tout que c'était pas mal de laisser des petits gaps entre chaque relais parce que les infirmières me disaient mais souvent en fait dans ces cas-là les gens ils osent pas partir devant les autres, ils attendent souvent qu'il y ait personne dans la pièce pour se laisser partir. Et donc on s'était dit voilà là on va commencer à faire des petits breaks et comme ça s'il a envie de partir il part, quoi. Et donc je descends lancer le petit déj des enfants et donc l'infirmière était dans la salle de bain en train de préparer les poches de produits et tout, et donc je lui dis écoutez voilà ça tombe bien, on voulait le laisser un peu seul donc on fait ça et puis je remonte de toute manière dans pas longtemps. Et puis là à peine 5 minutes plus tard, Romain m'appelle, il me dit maman il y a l'infirmière qui dit Madame Bardot. Et donc là je monte et je la croise dans l'escalier, elle avait les yeux tout rouges, elle me dit je crois qu'il est en train de partir. Et donc là, je monte vite en me disant, enfin voilà, ce moment tant redouté depuis tant d'années aussi, où on se dit quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer, est-ce que je serai là, est-ce qu'il va souffrir, est-ce que, enfin voilà, c'était plein de questions que je me posais quotidiennement et j'osais pas lui en parler à lui parce que on n'a pas envie de parler de ça, on se concentre sur le positif, sur la vie et tout. Et donc là, j'arrive, je le vois effectivement, il y a plus de cage thoracique qui se soulève, plus de respiration, le visage immobile. Et là, je le prends dans mes bras en larmes et d'un coup, il re-respire. Et en fait, je trouve que c'est un cadeau qu'il m'a fait de pouvoir partir dans mes bras parce que du coup, on a été unis jusqu'au bout. Enfin, ça a été hyper beau. Enfin, moi, je le vois comme une chance, quoi, d'avoir pu l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. C'est dingue. Et donc là, super, super dur. Je redescends. J'annonce tout ça. Tout le monde était là encore? Non, les enfants, ils étaient en train de jouer dans le salon, mais tous les adultes prenaient le petit-déj et donc tout de suite, voilà, ils ont tout de suite compris à ma tête ce qui se passait. Et donc juste après, je suis allée voir les enfants et je leur ai annoncé. Enfin voilà, après ça a été une autre étape d'accepter l'inacceptable, de se dire voilà, il va falloir se reconstruire sans lui, se réinventer, et franchement moi il était incroyable et voilà, il était hyper solide. Enfin pour moi c'était vraiment un énorme pilier pour la famille, pour tout ça. Enfin mais bon, dans l'immédiat, on pense pas aussi loin, quoi. On vit le moment avec l'espèce d'âne de choc. Même si on est préparé, ça reste toujours un choc. Et donc voilà. Et ensuite, on était toujours confinés. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus se relayer pour rester avec moi et faire du mum sitting pour pas que je déprime et que voilà, d'avoir un soutien. Le groupe WhatsApp qui continuait aussi et il continue toujours d'ailleurs. Ouais, ça c'est magnifique. Je pense que je leur enverrai le lien une fois que l'enregistrement sera fait, mais non, ça reste bien sûr on s'écrit beaucoup moins souvent, hein, mais quand il y a des petites nouvelles ou quoi, souvent je poste un petit truc et puis ça réagit toujours, et c'est hyper sympa,
Mais après, voilà, c'est d'apprendre à vivre sans ça, sans son mari, sans cette présence, même si elle est présente différemment aussi. Enfin, moi, je me sens hyper connectée avec mon mari malgré tout. Y a pas un jour où je pense pas à lui, où il y a des musiques qui apparaissent, ses musiques préférées qui viennent à des moments assez particuliers. J'étais entourée de papillons pendant les premiers mois, mais j'en voyais tout le temps, quoi. Même en montagne, à 1800 mètres d'altitude, j'avais des papillons qui se posaient sur ma poche de pantalon. Enfin, et souvent on dit que il peut y avoir la première année qui suit un décès, il peut y avoir des manifestations comme ça, soit de l'ordre électrique, donc avec des musiques ou des radios qui s'allument, qui s'éteignent, des choses un peu particulières, soit avec des papillons, les arcs-en-ciel. Mais j'ai eu un nombre d'arcs-en-ciel, même le jour de son enterrement, en fait, il y a eu un double arc-en-ciel incroyable. Enfin, voilà, il y a eu plein de moments de connexion où vraiment je me suis dit non mais là, il est là, quoi, il est là. Ou les enfants qui, voilà, mon grand, il joue à la guitare comme son papa, et donc pour la fête des pères, donc c'était juste 2 mois après son décès, il a dit oh, mais j'ai une idée, je vais aller jouer Oasis sur la tombe de papa, c'est super. Enfin voilà, donc moi j'étais là genre bah oui c'est super, mais bon en même temps c'est vachement dur aussi de voir ce petit là qui pose son pied sur la tombe pour tenir sa guitare et qui joue Wonderwall sur la tombe de son papa. Enfin c'est incroyable, quoi. Et même encore aujourd'hui, parfois j'ai des petits clins d'œil, quoi. Je le sens. Enfin, c'est dur à décrire, mais il est pas loin. Ouais, il est pas loin. Vraiment, il est pas loin. Et donc ça, c'est moi, ça m'aide beaucoup. Et puis d'avoir pu, voilà, se dire au revoir, se dire les choses, se dire que que effectivement, si je rencontre quelqu'un, qui m'en veuille pas, parce que voilà, j'avais 40 ans au moment du décès. Enfin, c'est hyper jeune avec 3 petits. Et donc il m'a dit mais bien sûr il faut que tu refasses ta vie, je veux pas que tu restes en deuil à me pleurer. Il t'en avait parlé. Voilà, quoi, la vie continue et encore plus, enfin voilà, je veux que tu sois heureuse, tu mérites d'être heureuse, donc jamais je t'en voudrais. Mais je lui dis voilà, tu resteras toujours l'unique, le père de mes enfants, on a vécu un truc de fou, je t'ai aimé et je l'aime toujours. Enfin donc on a pu se dire plein de belles choses et tout vous dire, quoi. Et tout se dire. Ouais, zéro tabou, il y a zéro frustration, zéro regret. Ça c'est super important. J'ai aucun remords de me dire d'avoir je lui ai fait des choses que je regrette. Ben non, enfin voilà, on a vécu une vie intense et aujourd'hui, moi je continue à vivre pour les enfants en me disant voilà, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils évoluent bien, qu'ils continuent dans les traces de leur papa, donc, et est-ce que tu as l'impression qu'ils sont heureux ? Ouais. Franchement, c'est ma plus belle fierté aujourd'hui. Alors après, c'est pas fini du tout, et je pense qu'il y aura des hauts et des bas, que quand ils seront ados, il y aura peut-être des moments un peu de crise identitaire, genre mais c'était qui mon papa ? Parce que voilà, le grand, on a fêté ses 7 ans 2 mois avant le décès de mon mari, donc il était encore vraiment petit. Et moi, quand j'essaie de me réfléchir à la Olivia d'avant 7 ans, j'ai pas des tonnes de souvenirs, quoi. Donc, c'est ça qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est qu'ils avaient un papa exceptionnel et qui leur a donné beaucoup. Donc, je pense que c'est ancré en eux quelque part, beaucoup de moments de complicité avec leur papa. Mais les souvenirs très tangibles et concrets, voilà. Il y en aura pas. Donc, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé j'ai extrait le WhatsApp là de 21h30 là, l'onde de choc, pour qu'ils aient une trace de tout ça et qu'ils se rendent compte à quel point leur père était aimé et tous ses amis qui nous ont porté, la famille aussi et tout. Et comme on a fait un enterrement à 20 parce qu'on pouvait pas être plus que 20, tous les amis qui pouvaient pas se rendre là, je leur avais demandé ceux qui voulaient, en fait, ils pouvaient envoyer un petit mot pour jeter dans la tombe. Et il y a aussi un autre truc qu'on avait fait que j'avais pas dit, comme on a habité au Japon et qu'il y avait pas mal de ex-japonais, entre guillemets, enfin des Français qui avaient habité à Tokyo comme nous, ils ont lancé les grues en origami, en fait, parce qu'il y a une légende, enfin c'était une histoire vraie d'une petite fille qui était malade, qui avait une leucémie, et en fait toutes les écoles du Japon se sont mises à faire des petites grues en origami pour cette petite fille. C'était après Hiroshima, et en fait, ça s'est perpétué dans tous les temples. Il y a toujours des guirlandes de grues, mais il y en a 100 par guirlande. En fait, ça pend des toits, c'est absolument dingue. Et donc, on avait trouvé le truc assez sympa. Et une des copines de Tokyo avait lancé l'idée sur le WhatsApp. Et donc, on avait des grues qui arrivaient du monde entier tous les jours par la poste, des boîtes à chaussures remplies de grues. Enfin voilà, c'était des paquets entiers. Et nous, on faisait les petites guirlandes au chevet de fixe. Donc, il a eu le temps de réaliser aussi, parce que sur les grues, certains marquaient genre ça va le faire, allez, confiance.
force, courage, t'es le plus fort. Enfin, donc il y avait plein de petits mots, des petites attentions, et donc on enfilait avec une aiguille et du fil là pour faire nos fameuses guirlandes qu'on a toujours. C'est une super déco dans l'entrée. Et donc celui qui était au chevet de Fix, ben voilà, il y avait toujours une guirlande en cours, et puis on continuait à faire le truc et à lui dire bah là ça vient de un tel ou un tel. Et lui, enfin il me disait mais c'est pas possible d'être bénéficiaire d'autant d'amour et tout, c'est merveilleux. Et donc le jour de l'enterrement, j'avais justement imprimé tous les papiers et on avait plié en grue et on a tout jeté dans la tombe, et donc il y avait plein de papiers de couleurs. Son cercueil était recouvert de petits mots. Enfin, c'était hyper beau, et du coup, c'était une manière pour les gens qui étaient pas là de pouvoir être présents. Ouais. Et on a un témoin de mariage de Fix il a tout enregistré. On a fait ça sur Zoom, et donc il avait son iPad, et au moment où on passe devant le cercueil, en fait, il est passé avec l'iPad. Donc les gens qui étaient aux quatre coins du monde devant leur ordi, et ben ils ont eu l'impression de passer eux aussi quand on est dans l'église là devant le cercueil, de pouvoir faire un petit hommage comme s'ils y étaient quoi. Et ils nous ont dit mais merci d'avoir fait ça sur Zoom, et qu'on puisse être là indirectement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions qui est passée. En plus, c'était la famille de mon mari, c'est tous des musiciens, donc on a eu des chants incroyables. Enfin, c'était une très 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 belle messe d'enterrement, vraiment très très émouvante. Donc ils ont pu ressentir tout ça, et on a fait un hommage en septembre l'année dernière, là, il y a pile un an, parce que c'était le moment où on était déconfinés, qu'on pouvait un peu refaire des trucs. Et donc là, on était 200, pareil, dans la même église à Maisons-Laffitte. Donc comme ça, ceux qui n'étaient pas passés au cimetière ont pu aller au cimetière. Et après, on a fait une fête à la maison, parce que donc c'était au moment de son anniversaire. Donc je m'étais dit, voilà, on va faire quelque chose pour son anniversaire. Donc j'ai fait un film qui a duré presque 1 heure sur tous les moments joyeux de sa vie, les moments de fête, les beaux voyages, les naissances, des petites vidéos avec les enfants où ils jouent au chat derrière les petits derniers. Enfin, donc c'est hyper vivant. On s'en prend plein la gueule, quoi. C'est 3/4 d'heure où il y a du Fix en chair et en os. On l'entend parler, on l'entend rire, on le voit vivre. C'est assez. Beaucoup de monde pleurait après ça, mais en même temps, c'est la vie. Il a eu une belle vie. Et il m'a toujours dit, moi, je suis pas triste pour moi, je suis triste pour toi et les enfants, parce que moi, j'ai été aimée. Tout ce que j'ai voulu faire, j'ai pu le faire. Niveau professionnel, je suis arrivée là où je voulais arriver. J'ai eu 3 beaux-fils. J'ai voyagé comme un fou par le boulot et puis en perso. Enfin, il a eu une vie très remplie. En accéléré, en fait, on dirait. Et donc voilà, et ça transparaît dans le film, mais c'est vrai que c'était assez ouf. Et après, on a fait un lâcher de lanternes, des lanternes en forme de cœur, sur des musiques qu'il aimait bien, et c'était hyper émouvant aussi. On était tous dans le jardin, là, j'avais acheté 5, je crois. Et donc il y a ces lanternes qui sont montées comme ça au fur et à mesure. C'était une journée pleine de grâce, quoi. C'est un moment hors du temps. Qui restera à jamais. Et les enfants sont restés pour le film, ils voulaient trop voir, parce qu'ils me voyaient le monter. Et là aussi, je disais à tout le monde, mais quand j'ai fait ce film, j'ai eu l'impression que Fix était à côté de moi et qu'il me disait quoi mettre, quelle musique, quel sous-titre, quel machin, quelle transition. Enfin, tout était limpide. J'ai torché le truc en très peu de temps, parce que c'était un boulevard. Je savais, enfin, j'ai été guidée, quoi. J'ai été guidée par lui, je pense. Et c'est le plus beau chef-d'œuvre de ma vie, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est un film que j'ai archivé sur plusieurs disques durs pour être sûr de pas le perdre, parce que c'est un super héritage, justement, les enfants. Voilà. Et quand on voit ça, on voit à quel point il était fan de ses fils. Il leur a tout donné. Toutes les dernières gouttes d'énergie jusqu'au dernier jour, c'était pour ses enfants, quoi. Et ça, je pense que de grandir en ayant cette certitude d'avoir été aimé, savoir qu'il s'est battu jusqu'au bout, et que pour lui c'était le plus beau des cadeaux, et pourtant c'était pas gagné. Après Mochkin, on les a attendus, voilà, et ça a été hyper beau. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, je trouve qu'ils vont bien, quoi. Et je m'apprête à avoir des moments plus difficiles avec les garçons, mais j'ai tellement sanctuarisé
ridicularisé tout ce qui était relatif à leur papa. Enfin ouais, je pense qu'ils auront matière à voir que quand ils le souhaitent de se replonger dedans. Mais puis eux ils en parlent, on en parle souvent, ils disent ah bah oui, quand papa était encore vivant on faisait ça, ou il aimait ça, bah non moi j'aime pas les betteraves comme papa. Enfin il y a des choses qui se transmettent et du coup qui moi me rappellent leur père, et où eux ben ouais, c'est le lien qu'ils ont avec leur papa, et c'est super chouette de les voir malgré tout s'épanouir. Et voilà, donc c'est triste, mais c'est malgré tout jamais j'aurais cru que ça se passe comme ça, quoi. Moi j'avais hyper peur de l'après, en me disant mais comment je vais gérer, ça va être trop dur, je vais être en dépression profonde. Financièrement, on va pas avoir les moyens, on va devoir vendre la maison, on termine dans un HLM, je vais devoir les sortir de l'école internationale. Et en fait, depuis son décès, tout s'aligne, toutes les choses me viennent à moi de manière spontanée. Je cherche un truc, poum, ça m'arrive en 5 minutes à la figure. Et toutes les solutions, enfin voilà, dès qu'il peut y avoir potentiellement un souci, la solution arrive, quoi. C'est incroyable. Et en fait, ben, on voit que ça va, quoi. Ça va. On est resté. Vous en relevez doucement, mais sûrement. Ouais. En fait, on arrive à rester à Maison Lafitte, financièrement, grâce encore à Air Liquide et les contrats de prévoyance qu'ils ont et tout. Enfin, voilà, il était bien à l'abri. Donc, il y a des rentes éducation. Enfin, voilà. Donc, financièrement, c'est pas le sujet. Émotionnellement, bah oui, c'est sûr, c'est très dur, mais j'ai fait une retraite pour veuve précoce en septembre, bah, juste après la grosse fête là. En fait, j'avais une amie, voilà, ça fait partie des choses qui me sont arrivées alors que je commençais à me dire tiens, j'aimerais bien faire une retraite avec des gens qui ont vécu ça. Mais je savais pas où chercher et tout. Et là, j'ai une copine de Tokyo qui habite à Hong Kong, qui a une de ses meilleures amies qui habite à Aix-en-Provence, qui s'était inscrite à cette retraite qui était à Versailles. Et elle me dit, mais tu sais, j'ai une amie, elle a perdu son mari 1 an avant toi, elle s'est inscrite à ça, je sais pas si ça te dit, mais ça a l'air super. Et là, je lui dis, mais c'est incroyable, j'étais en train de me dire, j'ai envie de le faire et tout. Et vraiment, on était un groupe de 18 de gens avec des parcours hyper touchants, hyper sympas, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Chacun vient avec son fardeau et puis voilà, parfois il y a des crises de larmes, on peut plus parler, bah tout le monde attend et puis on attend que ça passe et puis la personne ne se remet pas. Enfin, vraiment un cercle de parole où on sait qu'on peut tout dire parce qu'on a vécu tous la même chose. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui existent pour aider. Je pense que quand on vit des choses comme ça, faut pas hésiter aussi à demander l'aide aux autres, quoi. Moi, j'ai toujours été hyper transparente. Quand ça allait pas, je disais non mais là, je peux même pas aller faire des courses, je peux même pas cuisiner. Bah tout de suite, bah attends, mais vas-y, on va mettre en place un planning. Bien sûr qu'en fait, tu peux pas. Naturellement, tout le monde m'a dit, mais attends, bien sûr, nous, ça nous prendra pas beaucoup de temps. On te fait un truc et on fait un roulement 1 fois par semaine. On a un plat à faire en plus pour toi et c'est très bien, quoi. Et on est contente de pouvoir aider. Ouais, donc ça a été hyper riche. Enfin, on découvre des ressources insoupçonnées qu'on pense pas avoir, et en fait, ben chaque jour qui passe, on est toujours là, et en fait ça va, et on est même heureux, joyeux. On arrive à profiter de la vie et à pas être dans le chagrin non-stop, quoi. Là, vous avez passé un super bel été, super bel été, ouais. Et puis de prendre du temps pour moi aussi pour digérer toutes ces années de maladie, parce que vivre 4 ans avec une putain d'épée de Damoclès sur la tête, à se dire voilà, quand est-ce que ça va se passer, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas, est-ce qu'il va souffrir, est-ce qu'il va être un légume, est-ce que ceci, donc c'est éreintant mentalement en fait, en termes de charge mentale. Et donc juste de pouvoir se donner un petit peu de temps pour soi, pour reconnecter un peu plus avec les enfants, et d'être un peu plus présente, et voilà. Et on a vu une psy pour la première fois pour eux avant les vacances, parce que je m'étais dit bon, on n'en a pas vu, j'avais l'impression que ça allait bien, donc j'ai un peu laissé les choses naturellement. Je voulais pas que ce soit forcé, genre bon, maintenant vous avez perdu papa, vous allez voir une psy, parce que voilà. J'ai laissé un peu les choses se tasser, et puis après je voyais rien de très anormal, mais quand même je me suis dit allez, ça fait partie des services entre guillemets proposés, donc allons checker, voir si tout va bien. Et effectivement elle m'a dit non mais ils ont bien accepté le truc, ils ont bien compris. Et puis je sais que les maîtresses sont assez vigilantes parce qu'elles connaissent toute l'histoire, l'entourage aussi. Donc voilà, si un jour il y a un peu des inquiétudes, je sais que voilà, j'aurai des feedbacks. Des alertes.
des petites alertes. Et je pense que c'est peut-être plus facile à leurs âges qu'à l'adolescence où on est plus en construction de sa personne et où ça peut être peut-être plus difficile, je sais pas. Mais je sais pas s'il y a des échelles dans la difficulté. Ouais, non, je sais pas, c'est différent à chaque âge, je pense. Mais là, quelque part, le quotidien les rattrape assez vite, quoi. Finalement, oui, il y a plus papa, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir, quoi. Et puis, est-ce qu'on va aller en vacances là? Et voilà. Ils sont restés dans la vie, quoi. Et toi aussi. Ouais, on est bien restés dans le présent, dans la vie, dans continuer à être heureux et à se donner les moyens de pouvoir être heureux, à voir des gens et à faire des choses sympas et ouais. Merci beaucoup, Olivia. Merci à vous de m'avoir autorisé à partager ce témoignage pas facile. Hein. Je vous cache pas qu'en venant dans le métro, j'étais un peu en larmes en me disant mais je vais jamais réussir à parler. Et puis en fait, ça a été. Hein, je me suis pas effondrée, mais c'est vrai que c'est encore des émotions très très vives, parce que c'est frais. Mais je suis contente de pouvoir le partager avec des gens qui sont peut-être en plein dans la maladie en ce moment et qui voient pas le bout du tunnel et que même si le pire arrive, il y a aussi des belles choses qui peuvent se passer. Voilà, les personnes qui décèdent, elles restent présentes différemment. Moi, j'en suis convaincue. Donc, c'est un formidable message d'espoir pour plein de personnes qui sont peut-être en train de vivre quelque chose d'un peu similaire à ce que tu as vécu. Donc, merci pour eux. Et de rien. Merci à vous. Merci, Olivia. À bientôt.